Merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. Donc, faire avec l'économie circulaire dans le bâtiment. Nous prolongeons notre thématique du faire avec autour de l'exposition Matière grise. Cette dernière a été produite par le pavillon de l'Arsenal il y a déjà 10 ans et elle est toujours d'actualité, d'autant plus et encore plus. Donc, elle a été conçue par Morgane Moignet qui est présent ici. Tu expliqueras mieux tout à l'heure. Et puis, j'ai perdu le fil. Et donc, nous avons prolongé l'exposition sur des exemples locaux qui sont spécifiquement sur votre droite en jaune. Voilà. Donc, cette thématique du réemploi avait été choisie en 2022 face à un constat alarmant. Le secteur du bâtiment est à l'origine de 70% des déchets produits en France chaque année, environ 40 millions de tonnes, et l'un des plus gros émetteurs de CO2. Donc la crise climatique, la diminution de la biodiversité, l'impact de l'environnement sur la santé humaine, la raréfaction des ressources nous oblige aujourd'hui à reconsidérer ce qui a été la norme depuis les années 50. Une des premières ressources est le sol. En France, chaque année, entre 25 et 30 000 hectares de sols naturels ou agricoles sont artificialisés. Ces sols sont excessivement imperméabilisés, souvent pollués, puis délaissés. Mais c'est aussi l'eau, le sable, les métaux, les forêts. Beaucoup ne sont pas renouvelables et les matériaux extraits ou transformés nécessitent beaucoup d'énergie et génèrent beaucoup de pollution. Il s'agit donc de passer désormais d'une économie linéaire à une économie circulaire dans le bâtiment, en sensibilisant et formant tous les acteurs de la fabrique de la ville avec l'appui des acteurs politiques territoriaux. Faire avec est aujourd'hui une obligation qui s'impose à nous toutes et tous, ménageurs de la ville et de la qualité du cadre de vie. Faire avec l'urbain, les bâtiments, les matériaux déjà là, la nature, les habitants, le genius loci, grâce à l'intelligence collective de l'ensemble des parties prenantes des projets. L'État et les collectivités territoriales ont un objectif de valorisation d'au moins 70% des matières et déchets produits sur les chantiers de construction dont ils sont maîtres d'ouvrage. Dans ce contexte, le réemploi des matériaux de construction des constructions est une solution permettant de réduire la quantité de déchets de chantier et l'impact environnemental du secteur. Je vous laisse donc en compagnie de maîtres d'œuvre, Jean Bocabeille, BFV architecture, Agathe Belli, des maîtres d'ouvrage Julien Michaud, Grand Poitiers, et d'AMO, Morgane Moignet, afin qu'ils vous fassent part de leur expérience du réemploi dans le projet d'architecture, avant d'échanger et de partager le verre de l'amitié. Juste pour rappel, cette semaine du réemploi dure jusqu'à samedi. Vous avez des petites plaquettes avec tout le programme sur La Rochelle, aux cabanes urbaines. Puis l'exposition partira en avril à Surgères, en mai à Pont, à Saintes en juin, à l'île d'Oléron début juillet et à Bord en septembre. 2 voyages d'études complètent cette programmation. Donc à Poitiers, le 28 mars, il reste des places, donc si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas. Et le 23 mai, dans les Deux-Sèvres. Donc je voulais remercier particulièrement donc, Pénélope Fléché, qui a participé à l'élaboration de la programmation et à l'animation de cette table ronde, aux participants de la table ronde, à nos partenaires, ODIS, le groupe Frugalité Heureuse et Créative en Poitou-Charentes, les Mères pour la Planète, le FFB 17, la CAPEB 17. Voilà. Et voilà, je vous convie ensuite à un pot de l'amitié. Bonne table ronde. Je vous propose qu'on va commencer juste par introduire l'exposition que vous avez derrière vous. Donc c'est Morgane qui va l'introduire. Et après, juste en amont, pourquoi on organise une table ronde sur comment on intègre le réemploi. Alors c'est une question qui n'est pas facile, que vous ayez déjà mis les mains dedans, que vous ayez envie de mettre les mains dedans, que vous osiez même pas espérer mettre les mains dedans, on sait qu'il y a des difficultés. L'idée c'est de parler de ces difficultés-là, en tout cas de parler des freins et aussi de vous donner les outils
On a 4 invités aujourd'hui qui ont fait l'expérience du réemploi, donc ils ont une capacité aussi à vous raconter ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Le but, c'est qu'on en profite ensemble et qu'à la fin, on ait tous un peu plus d'outils pour traiter cette question, qui est une question en fait aujourd'hui d'actualité, qui est une question environnementale, mais qui est aussi une question réglementaire et sur laquelle on pourra plus passer. Donc voilà, on est là pour y réfléchir tous ensemble. Donc vous n'hésitez pas, il y a 4 personnes, on peut les presser comme des citrons et à la fin on a tous leurs conseils, toutes leurs recommandations et tous leurs retours d'expérience pour pouvoir avancer sur ces questions et qu'aussi notre territoire s'en saisisse pleinement. Voilà. Morgane, si tu veux bien introduire Mathia-Marguerite. Vous m'entendez ? Est-ce qu'on peut avoir le premier... Il y a un monsieur caché derrière le paravent et il fait tout, c'est assez rigolo. Même plusieurs. Bonsoir. Ah ouais, parfait. Donc je ne suis pas à l'origine de cette exposition. C'est une agence d'architecture qui s'appelle Encore Heureux. Et à l'époque, j'étais stagiaire chez eux. Et depuis, je suis devenu associé avec eux pour monter un bureau d'études. Donc mon nom, c'est Morgane Moinet et je dirige un bureau d'études en réemploi des matériaux de construction. Et je me présenterai un peu plus en détail plus tard. Peut-être se redire, donc c'est une exposition qui date de 2014, qui a été développée par le pavillon de l'Arsenal, donc produite par le pavillon de l'Arsenal, et le commissariat et la scénographie assurée par l'agence d'architecture Encore Heureux. Donc vous avez là l'affiche, et puis ça a donné lieu à une publication, un livre, qui reprend les grands principes de l'exposition que je vais vous présenter, et puis surtout les œuvres architecturales qui sont présentées dans cette expo. La base de tout ça, l'élément important, c'est un certain nombre de constats qui sont représentés dans l'exposition à travers des maquettes. Donc ça, c'est ce que j'ai fait moi quand j'étais stagiaire, avec les autres stagiaires. Ces maquettes, et qui expliquent des faits sur l'état des lieux de la situation environnementale. Le premier principe, c'est... Donc les dessins sont des dessins d'un illustrateur qui s'appelle Bonfrit, au passage, qui sont des dessins qui ont été développés pour l'expo. Le premier principe, c'est de se dire on est sur une surface finie. Buckminster Fuller utilisait le terme de spaceship, le vaisseau Terre, et on est en 2014 7,2 milliards d'habitants. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus, on est 8, quelque chose comme ça. Ah, je ne vais pas rester devant le diapo, mais je ne sais pas où aller. Là, derrière la table, du coup. La chose qui est importante à retenir et qui est difficile de se représenter, c'est le caractère fini de cette surface. C'est-à-dire, ça peut nous paraître très grand, mais en fait, quand on divise ça, alors déjà, quand on retranche de ça les surfaces humides, on va dire, enfin les océans, il ne reste pas grand-chose, il reste à peu près 30%, un peu moins. Et puis, quand on divise ça par le nombre d'habitants qui continue à croître, eh ben, on se rend compte qu'en fait, les surfaces qui sont à notre disposition sont assez faibles. Et qui dit finitude de l'espace, dit aussi finitude des ressources. Et pareil, on le sait en principe, on nous l'a dit, mais ce sont des échelles tellement grandes que c'est difficile de se représenter qu'au quotidien, quand on met en œuvre de la matière, finalement, on vient taper dans des ressources qu'on a en quantité limitée. Le deuxième concept qui est assez important, c'est la notion d'overshoot day. C'est-à-dire que dans une année, l'humanité consomme un certain volume de matériaux et la planète Terre, elle a une capacité de renouvellement de certains matériaux. Une des choses que j'aime bien me rappeler, et qui paraît un peu subversif ou absurde comme ça, c'est que, par exemple, le pétrole est théoriquement un matériau renouvelable. La question, c'est la question de l'échelle de temps. Et le pétrole, il est renouvelable sur des échelles de temps en millions d'années, qui font qu'à l'échelle de notre besoin ou de notre utilisation, nous, êtres humains, effectivement, il ne l'est pas. Et finalement, quand on va utiliser du bois, il faut se poser la question de l'adéquation entre la vitesse à laquelle on consomme et la capacité de la ressource à se renouveler. Et en fait, le bois est un matériau renouvelable seulement, à condition qu'on le consomme moins vite qu'il n'a la capacité de se renouveler, ou en quantité moins importante. Donc la notion d'overshoot day, c'est de dire, comment dire, à quel moment de l'année, l'overshoot day, c'est précisément le jour de l'année auquel on a consommé la totalité des ressources que la planète est capable de renouveler dans une année. Et en fait, depuis 2014, même avant, c'est une date qui recule encore et encore. Et je ne sais plus quelle était la date de l'overshoot day cette année, mais c'est assez flippant. C'est-à-dire en août, c'est ça. Donc en fait, août, c'est le 8e mois de l'année, si je compte bien. Donc en bout de 8 mois, on a consommé l'intégralité. Donc c'est un peu comme l'exemple qui me vient là, c'est la différence de salaire entre les hommes et les femmes. Et en fait, les femmes, à la fin du mois, elles bossent 4 jours gratos par rapport aux hommes avec le même salaire. La planète Terre, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'à partir d'août, on consomme des trucs, on n'a plus le budget, quoi. Et on consomme sur des ressources dont on ne dispose pas. Une autre question qui est importante, c'est la désadéquation
ou le lien qu'il faut se représenter entre la quantité de matière qu'on met réellement en œuvre et la quantité de matière qu'on a besoin d'extraire des ressources pour pouvoir fabriquer des produits industriels. Et ça, c'est typiquement, j'ai plus la data exacte en tête, mais pareil, les téléphones, un téléphone, ça pèse 300 grammes peut-être, ou un peu moins. Et en fait, il faut plusieurs tonnes de métaux. Il faut extraire plusieurs tonnes de métaux pour fabriquer un téléphone. Et ça, on n'en a pas conscience, on s'en rend pas compte. Ensuite, il y a cette notion de crise de la matière qui était mise en avant dans l'exposition. Vous retrouvez les dessins ici d'ailleurs. Qui est simplement de se dire le secteur du bâtiment, on pourrait même élargir aux bâtiments et travaux publics. C'est le premier consommateur de matières premières, tout secteur d'activité confondu, et dans le même temps, le premier producteur de déchets. Et quand vous regardez les datas, donc le bâtiment seul, c'est 40 millions de tonnes, le bâtiment plus travaux publics, c'est 240 millions de tonnes à peu près, de déchets produits. Et quand vous regardez les volumes de matières consommées, c'est à peu près équivalent. Et en fait, à un moment donné, si on fait des maths, vous prenez un système de balance, vous mettez le poids des deux dans une balance, et c'est à peu près équilibré. C'est assez légitime de se demander si on ne peut pas faire ce qu'on appelle circularité ou autre, mais des liens entre les deux. Et puis une data aussi, c'est quelque chose qu'on aime bien, qu'on aime bien chez Encore Heureux, les data. Une data, c'est la quantité, et je ne l'ai pas révisé, donc je vais le lire avec vous, mais la quantité de métal consommée chaque année, donc c'est 2 milliards de tonnes de métaux sont consommés dans le monde, soit l'équivalent de 20 tours Eiffel par heure. Voilà, donc on avait... Et la consommation de béton, c'est 7 milliards de mètres cubes par an, et donc ça correspond au volume d'une piscine olympique toutes les 15 secondes dans le monde. Et puis derrière le béton se cachent aussi plein d'autres problématiques, de la consommation d'énergie pour produire les clinqueurs, de la consommation d'eau, de la consommation de sable, exactement. Voilà, bon, en gros le béton c'est pas bien, quoi. Et simplement j'ai remis cette photo qui est les maquettes qui représentaient ça. Donc alors on m'a dit qu'il y avait un trick secret qui était on peut activer la souris. Donc Overshoot Day, en fait, pour qu'on puisse soutenir la consommation annuelle de... Ah mince, maintenant j'arrive plus à cacher la souris. Pour qu'on puisse soutenir la consommation annuelle de matières premières, il faudrait 2 planètes et demie. Il fallait 2 planètes et demie en 2014, d'où cette maquette. Puis à côté, vous avez la maquette avec les tours Eiffel, et puis voilà, d'autres maquettes qui existent, d'autres principes. Ça, c'était la question de la norme. En fait, vous avez 99% des normes en droit français, enfin, dans le secteur du bâtiment, qui sont non obligatoires. Donc c'est ce grand dossier-là de normes. Et vous avez les 1% ici, qui sont obligatoires réglementairement, et que vous devez nécessairement appliquer indépendamment de ce qu'il y a dans vos contrats. On trouvait ça intéressant de mettre ça en avant. Donc voilà, ça c'est l'exposition. Probablement le soir du vernissage, c'était pas comme ça tous les samedis. Et donc cette exposition, elle présente 75 réalisations architecturales dans le monde qui mettent en œuvre des matériaux de réemploi. Donc finalement, l'exposition, c'est les réponses possibles des architectes dans le monde aux questions qu'on vient de se poser précédemment et qu'on présentait à travers ces maquettes et ces dessins. Et à chaque fois, les projets sont présentés à travers des photos que vous retrouvez pour partie ici. Enfin, ce sont des extraits organisés par corps d'État. Donc vous avez les Walls, Carpenter et ainsi de suite. Et donc, vous avez voilà, enfin bref, à chaque fois, des photos, des échantillons de matériaux. Ça, c'était quelque chose d'important. Et puis des petites maquettes, parce qu'il fallait bien occuper les stagiaires. Voilà. Eh ben, ça tombe bien, c'est fini. C'est moi le maître du temps, pardon. Je crois que si ça va plus à la photo suivante, c'est qu'il n'y a plus de photos. Super. Eh bien, merci. Si vous avez des questions, je ne sais pas si c'est le moment, mais... Non, on les fera après. J'espère que vous n'en avez pas, du coup. Après, gardez-les bien au chaud, notez-les. Morgane, si tu peux rester là, du coup. Je vais vous inviter, donc, Agathe, Jean et Julien à vous installer. L'idée, du coup, c'est que je leur ai donné une consigne. Ils ont 5 minutes pour se présenter, donc c'est court. Parce que du coup, le but, c'est qu'on leur pose plutôt des questions. Donc, on a misé sur le temps de questions. Si vous n'êtes pas bavard, j'en ai plein de côté. L'idée, on va dire, on essaye un format. Eux, ils se présentent pendant 5 minutes. Je leur ai demandé que les premières questions soient eux qui se les posent entre eux. Donc voilà, donc ça, c'est un peu le deal. On va voir comment ils s'en sortent. Et après, on vous passera le micro, bien sûr. Et puis après, si jamais on sèche un peu, je viendrai alimenter tout ça. Ça vous va ? Oui ? Et ben c'est parti. 2 de chaque côté, si ça vous va. Ouais. Jean, tu commences. Après, c'est Julien, Agathe et Morgane à la fin. Ouais. Allô. Donc, ça, il marche ? Vous m'entendez ? Ouais. Donc, moi, c'est Jean Bocabeille. Mon agence, c'est BFV.
Et pour me présenter, ben voilà, moi j'ai 57 ans, donc j'ai construit à une époque où on ne se posait pas trop ces questions-là. Et assez tôt, pour autant, la question de l'environnemental enfin en tout cas de l'environnement nous a saisis. Moi, je faisais partie d'un collectif qui s'appelait Plan 01. On avait créé une autre structure qui s'appelait Plan 02, qui était une cellule d'éco-conception dédiée à nos agences. Pour vous dire que quand même c'est quelque chose qui nous a préoccupés quand même relativement tôt, même si effectivement la société, elle, a mis un peu plus de temps. Revenir sur le réemploi, juste pour dire une petite chose, mais je pense que ça paraît évident pour tout le monde. Si on prend l'échelle de l'humanité sur 1 mètre, l'histoire du réemploi, c'est 99,9 millimètres, centimètres, 99 centimètres. Voilà. Donc, en fait, il n'y a que notre période moderne qui a oublié l'histoire du réemploi. Et on a redécouvert le réemploi. C'est marrant parce que tu parles de 2014, donc cette expo. Moi, je me souviens de 2007, l'exposition à la Biennale de Venise de Rotor, qui fait cet effet et qui fait... Voilà. Donc, c'est 2007, c'est vraiment la première prise de conscience que le réemploi peut être une nouvelle ressource. Et puis bon, l'époque, encore heureux, 2014 qui est important. Et moi, je vais vous présenter là un projet qui est issu, qui est presque un peu la suite, parce que c'est un concours que je présente en 2015 pour la ville de Paris. Mais juste avant, j'aurais rappelé un truc, c'est que on connaît tous cette formule de Lavoisier qui est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et ça, c'est de tout le monde, on est tout à fait d'accord, mais il se trouve que notre société, nous, a créé tout se perd, c'est-à-dire qu'on jette tout se crée parce qu'on est capable de tout faire, et rien ne se transforme. Et ça, c'est une société qu'on a quand même, dans laquelle on a participé, et qui date du début, en fait, de l'ère industrielle et de ce qu'on appelle l'époque de la consommation, finalement. Donc là, d'un seul coup, prise de conscience, on s'aperçoit qu'il faudrait changer d'habitude. Alors, la crèche justice, c'est... un concours qui est donc juste après. Ouais, voilà. Pardon. Hop. On arrive, donc c'est un petit équipement pour la ville de Paris. Et dans l'intitulé du concours, la ville de Paris, parce que suite à l'exposition de Encore eux à l'Arsenal, introduit la dimension réemploi. Et moi, je me dis, tiens, pourquoi pas, saisissons cet aspect-là et proposons au niveau du concours une logique de réemploi. Et à l'époque, moi, j'en ai pas vraiment encore fait. Et donc, je propose cette façade-là en disant, je vais proposer une façade avec... et je prends le risque de dire, je vous propose une façade du bâtiment avec des palettes à usage unique de réemploi en vous disant que c'est une très mauvaise idée. Parce que c'est évidemment pas ça qu'il faut faire, mais je ne sais pas encore ce que je vais pouvoir utiliser. Donc, je vous montre le matériau que je n'utiliserai pas pour vous dire que le réemploi, ça sera trouver le matériau qui va bien. Donc, heureusement, il y a quand même 2 membres du jury qui se disent, bon, pourquoi pas. Et donc, je gagne ce projet. Et en fait, je vous montre rapidement ça, c'est pendant les études, et je vais vous expliquer comment on est arrivé à ça. Et ça, c'est le projet réalisé donc 4 ou 5 ans après. Finalement, on est arrivé à quelque chose qui ne sont pas des palettes. Et alors, en fait, l'idée, comment ça s'est fait? Parce que moi, il fallait que je défriche cette idée du réemploi. Et j'avais pris Bellastock, qui était notre partenaire, mais en fait, au moment des études, vous commencez, vous travaillez sur le site, et il se trouve que le site est aux confins du 20e, et que juste à côté, là, le point rouge, c'est en passant devant le site, en travaillant sur le projet, je vois un chantier de réhabilitation de logements HBM, 420 logements, enfin 640 logements de HBM, et en passant dans la rue, je vois qu'ils sont en train de faire des travaux et ils sont en train de dégonder des portes et de les jeter du 4e étage dans des bennes. Alors moi, je me dis, mince, quand même... bon. Donc, je rentre dans le chantier, je vais rencontrer l'entreprise qui était GTM qui faisait ce chantier. J'appelle le maître d'ouvrage qui est la RIVP, c'est un des bailleurs de la ville de Paris que je connais, voilà, et je me dis, bon, quand même, je me rends compte qu'il y a quand même une ressource qu'il est possible de récupérer, et j'arrive à convaincre. Bon, heureusement, parce qu'en fait, le réemploi, justement, à ce moment-là, vous arrivez tout de suite à enchaîner il y a des chaînes de bonne volonté. Voilà, parce que les gens sont quand même un peu se dire, ah oui, c'est peut-être pas si con que ça d'utiliser des choses tous ces déchets concrets. Donc là, j'arrive à aligner un petit peu les planètes, et donc
donc GTM propose à ses ouvriers de ne plus les jeter, mais de les descendre gentiment dans la rue. Je propose à la ville de Paris, qui était mon maître d'ouvrage, de m'accompagner et de proposer des containers posés dans la rue, de manière à ce qu'on puisse venir récupérer toutes ces portes. Et donc on récupère 600 portes palières. Et une porte palière, en fait, attendez, hop, il y a peut-être une image. Voilà, une porte palière, en fait, de ces époques-là, parce que ça, c'est une époque, ça a été construit à HBM au début du 19e, donc c'est 100 ans d'âge d'un cadre en chêne massif, avec des remplissages en pin qui, eux, valent pas le coup, mais le chêne massif, ça vaut le coup. Et donc, on récupère ces portes, on les entrepose dans des ateliers de la ville de Paris pendant 2 ans, et on trouve au moment de l'appel d'offres une entreprise qui est d'accord pour jouer le jeu de récupérer ce bois pour le remettre en œuvre dans le cadre du projet. Voilà. Et ça, encore une entreprise militante, un charpentier, enfin un menuisier plutôt, extraordinaire, qui dit OK, parce que c'est pas évident de saisir un marché comme ça en ne sachant pas très bien quel bois vous allez avoir à utiliser et puis quel travail ça va générer finalement. Donc il récupère ses portes et il les dégonde, il les déquincaille, il les rabote, il les nettoie et on obtient en fait des traverses de chêne qu'on va retravailler, et donc on retravaille donc avec ce menuisier pour se dire bon, elles ont été un peu abîmées, donc on va trouver en fait la bonne section qu'on peut récupérer de ces traverses. Donc je me souviens plus, ça faisait 80 par 40 et à la fin ça fait 60 par 30 si vous voulez en section, parce qu'on les nettoie et voilà, et on fabrique avec ça une vêture qui nous permettait, c'était une crèche, il se trouve que c'était un peu toute une histoire de projet, je ne vous raconte pas tout le projet, mais on avait une façade plein sud avec des espaces extérieurs à chaque niveau, et il fallait que pour les enfants, il fallait les protéger à la fois du soleil, mais surtout de la vue, et qu'eux ne soient pas vus depuis l'espace public. Donc c'était à la fois un brise-soleil, mais aussi un brise-vue. Voilà. Et donc, c'est d'où l'objet de cette vêture en bois qui devait accompagner ces espaces extérieurs. Et donc là, on fabrique ça. Et donc, évidemment, ce ne sont plus les portes. Ce qu'on a fait, c'est du recyclage, puisqu'on a récupéré la matière chêne pour la remettre en œuvre dans le cadre d'une vêture qu'on n'aurait pas pu se payer. Si on avait dû le faire en neuf, on l'aurait fait éventuellement en Douglas ou en mélèze. Mais là, on a du chêne. Voilà, pour en fait un isocoup. Ça n'a pas coûté plus cher, voilà, mais c'était quand même une part d'énergie, puisqu'il fallait effectivement convaincre tous ces gens de bien vouloir reconsidérer ce matériau. Évidemment, aucun problème avec le bureau de contrôle, parce que lui, du chêne, c'est pas de problème, ça a des vertus identifiées, d'autant plus qu'il est vieilli et qu'il a 100 ans, aucun problème de bureau de contrôle. Et donc, on est venu installer cette vêture sur la façade. Voilà, et puis pour la petite histoire, après à l'intérieur, on avait des grands espaces comme ça, et là vous voyez les espaces qui s'ouvraient sur les coursives, et puis on a récupéré également les patterns, comment on appelle ça, les poignées, et on en a fait des porte-manteaux, voilà, on a récupéré toutes ces poignées, et on les a nous-mêmes briquées à l'agence avec des stagiaires, et voilà. C'est un gros boulot, j'en ai encore, si vous voulez. La tradition, c'est les stagiaires les embriqués. Mais... Non, moi j'en ai fait aussi, pour montrer. Voilà. Et donc ça donne ça, et voilà les espaces que ça donnait. Voilà. Les stagiaires sont pas très bien traités à Paris, hein. Moi je le note quand même. Julien, si tu veux bien présenter. Je vais me mettre debout parce que je suis assis Alors, toute la genre, journée. ça faisait pas 5 minutes. Hein. Ouais. Ça faisait 9 minutes. C'est pas grave, je ferai plus court. Et je tiens à dire que la prochaine présentation, il n'y a aucun stagiaire de maltraité. Voilà, ça c'est important, c'est la maîtrise d'ouvrage public qui est en jeu. Je ne sais pas si la présentation va venir, c'est un peu lourd. Le temps, juste que la présentation, vous pouvez vous mettre devant si vous voulez, il y a des places de dispo. Très bien. Donc, le temps que ça vienne, je viens de changer de poste, donc je vais vous présenter en premier lieu un projet qui a été déjà réalisé, le restaurant universitaire Champlain à Poitiers.
lorsque j'étais directeur du patrimoine pour le Crous Poitou-Charentes. Et dans un deuxième temps, je vais vous évoquer, dans une autre échelle, l'ambition de Grand Poitiers sur mon nouveau poste de directeur de programme pour l'ensemble d'un quartier. Et je passerai la main à Agathe, qui fera le lien. On a travaillé en groupe, c'est formidable. Voilà, j'ai mis en première partie, en première image, toutes ces réunions qui, dès 2018 et même encore maintenant, nous n'avons pas tout un écosystème et tout est encore, je trouve, à construire sur la question du réemploi, comment on se parle, comment on échange entre maîtrise d'ouvrage, mais aussi avec les associations partenaires, etc. Et donc c'est grâce à tout un réseau d'échanges, et comme vous l'avez dit d'ailleurs, ce sont des personnes volontaires que l'on arrive à faire des beaux projets. Et j'ai mis, vous voyez, pour le petit clin d'œil, lobbyiste défenseur du réemploi, ça c'est pour faire ton petit clin d'œil sur architecte pirate. Je sais, il n'y a pas de raison que je ne me mette pas non plus dedans. Alors on peut passer, ah oui, mais il me faut la petite zapette là. C'est ça, voilà. Donc le rue Champlain, là je vais vous en parler, puisque j'ai que 5 minutes, j'ai supprimé un paquet de sujets, mais on est en BDNA hors réalisation, donc c'est un projet transition écologique à 360 degrés. Et donc dès 2018, on a travaillé sur le réemploi, avec un objectif qui n'était pas affiché dès le début, puisqu'on ne savait pas où est-ce qu'on mettait les pieds, et qui finalement, on a réussi à réemployer plus de 170 tonnes de matériaux, alors qu'on avait une réhabilitation partielle du bâtiment. Comment on a réussi ce coup de force? On l'a fait d'abord avec le travail sur des matériaux qui sont lourds, qui font de la masse et qui permettent d'avoir aussi des échanges importants entre maîtrises d'ouvrage, notamment avec l'Université de Poitiers qui nous a récupéré plus d'une centaine de tonnes de gravier en toiture terrasse à Isoku. Vous l'avez dit aussi, et ça c'était important, le réemploi ne nous a pas coûté de l'argent sur cette opération. En fait, le coût d'achat du gravier a été compensé par la manutention, le lavage et la remise en place sur un bâtiment qui se trouve non pas à plusieurs centaines de kilomètres, mais à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau. Et ça, c'est grâce, et je tiens à le préciser d'ailleurs, grâce à l'entreprise, pour ne pas la nommer, Soprema, qui a fait le lien entre les maîtres d'ouvrage. Comme quoi, c'est important d'embarquer aussi les entreprises. Et ça, je le redirai jamais assez. J'insiste sur un deuxième point qui fait aussi une particularité pour le rue Champlain. C'est une pépite locale. Je crois qu'ici, vous avez la matière, qui est aussi, qui peut aussi répondre à cette prestation. Nous avons la régraterie sur le territoire autour de Poitiers. Nous sommes partis des tuyaux de gaz qui ont été déposés. On leur a fourni tout un tas de matériaux. Ça a été d'ailleurs, il y a eu aussi des fenêtres PVC. Nous avons aussi des chambres froides qui sont parties, etc., pour réutiliser. Et puis en termes de transformation, on a utilisé des tuyaux de gaz. On voit après, ça a été stocké sur place, ça a été retransformé. Pour le transformer, on est passé par un schéma croquis, etc., acceptation des usagers, travail avec le bureau de contrôle, travail avec la commission d'accessibilité, etc. Et donc, on a mis tout un type de mobilier urbain, comme vous le voyez ici, des appuis vélos, des manches debout, etc., les caillebotis qui ont été utilisés en brise-vue, où on fait grimper des plantes, etc. Et ça, c'est un projet qui a qui inscrit le bâtiment sur une ambition particulière, puisqu'en plus on est sur un campus avec une démarche de développement durable. Et je vous ai mis des prix parce que je sais que ça me reviendra. Hein, comme je suis maître d'ouvrage, évidemment, on me parle souvent sous, et vous avez bien raison. On a fait ce calcul-là de savoir combien ça nous a coûté de manière unitaire. Voilà, un appui vélo, 390 €. J'ai regardé vite fait avant de venir ici. Le plus cheap qu'on peut trouver, le moins cher qu'on peut trouver sur Internet, c'est 250 €. Pause non comprise, là c'est 390 €, pause comprise. Donc quand on commence à monter en gamme, hein, quand on a des choses un peu travaillées, artistiques, on est bien sur ces budgets-là. Et en plus, là, il n'y en a pas un qui se ressemble. C'est les services civiques qui l'ont fait, en partie. Bon. Voilà.
Et puis je fais le lien, et c'est aussi pour ça que j'ai rejoint l'équipe de Grand Poitiers, avec une ambition particulière, vous le savez, avec une municipalité qui souhaite se projeter dans le XXIe siècle avec tous les enjeux de transition écologique que vous avez nommés. Et donc là, on passe sur une autre échelle avec le quartier de la Gare qui fait 60 à 70 hectares, avec tout un tas d'îlots, une requalification complète, qui ont travaillé sur 3 axes, mobilité, renaturation et cohabitation. Et donc je compte bien, nous comptons bien participer à la filière du réemploi au travers de l'ensemble d'un quartier où on peut imaginer, et on le fait déjà, et Agathe va en parler après, d'utiliser la déconstruction de certains bâtiments pour reconstruire après sur d'autres îlots. Donc in situ et ex situ. Comment on y arrive à ces challenges-là, parce que c'est du marché public. D'abord, on crée une culture commune au sein de la maîtrise d'ouvrage. Alors, c'était bien plus simple quand je faisais partie du Crous de Poitiers, puisqu'il y avait 350 agents. Là, j'intègre une équipe de 3800 agents. Donc, mon poste de coordonnateur prend tout son sens. Donc, comment on fait? Voilà, on fait de la formation, on partage des séminaires, on partage ce genre d'intervention aussi aujourd'hui, pour que tous ensemble, avec le service juridique, service achat, les élus aussi, on embarque avec des sujets comme le réemploi. On choisit ses partenaires avec soin. Alors à l'époque, moi je ne connaissais pas Agathe, mais voilà, on avait fait ça avec une maîtrise d'œuvre qui a vraiment passé beaucoup d'heures sur le sujet du réemploi, qui s'est tapé tous les tableaux Excel où on disait où est-ce que ça va, quand est-ce que ça rentre, qui gère quand l'association arrive, etc. Bon, j'ai fait ma part aussi. On choisit ses combats. On a encore une discussion il n'y a pas longtemps sur le sujet de sur la caserne. Agathe va en parler, mais on a 200 matériaux d'identifiés. Est-ce qu'on va traiter les 200 matériaux? Moi, je dis que non. On va en traiter que quelques-uns. On va massifier. On va travailler sur des choses comme 100 mètres cubes de bois par-ci. Voilà, on va travailler sur des volumes extrêmement importants. Et puis faire un bilan et partager son expérience largement. Et je vous invite à écouter un podcast qui s'appelle Coucou, c'est facile à retenir. Alors moi, j'écoute beaucoup de podcasts en jardinant, donc voilà, je vous soumets l'idée. Je trouve ça assez intéressant. Et puis j'en termine et je passe la main à Agathe sur la caserne, qui est en fait le premier projet avec une ambition particulièrement élevée sur le quartier de la Gare, où on embarque le sujet de réemploi avec une échelle vraiment très intéressante. Et ça fait un très bon teasing, je trouve, pour Agathe. Je lui passe la main. Juste pour le projet de la caserne et le Crous, c'est l'agence Duclos, du coup, qui est la maîtrise d'œuvre de ces 2 projets, qui sont les architectes. On vous rappelle qu'on le visite jeudi prochain, le Crous. Donc, vous avez vu un petit teasing, vous avez le droit de venir en vrai. Il y aura l'agence Duclos, donc Brice Kester, qui sera là pour le présenter. La regratterie aussi sera présente. On visite d'autres bâtiments ce jour-là. Les inscriptions sont encore ouvertes. Voilà, juste pour préciser. Et du coup, est-ce qu'on peut avoir la présentation d'Agathe, s'il vous plaît? Alors c'est parti, le temps que ça commence. Donc je rejoins tout ce qui a été dit. Effectivement, on a l'impression des fois d'arriver et de se dire expert réemploi. Oui, on réapprend surtout. C'est surtout des choses qu'on a oublié de faire. Et ça, c'est hyper important de le rappeler. Pour ma part, je n'ai pas la prétention de tout connaître. Par contre, effectivement, on a testé des choses. Donc ce qui est important, c'est de vous montrer là où on en est, où je suis maintenant, parce que je suis toute seule maintenant pour travailler, donc au sein de la mécanique des ruines. Et puis, moi, j'aime bien partager ce qui n'a pas fonctionné, effectivement, au risque de paraître parfois un peu alambiqué et ridicule, mais au moins, ça évite à d'autres de trébucher sur les mêmes points. Là, je ne vais pas vous présenter de choses qui ont été complètement réalisées, plutôt des choses en cours. Pour la petite histoire, en fait, moi, j'ai fait mes études d'architecture, donc je suis architecte. J'ai fait mes études d'architecture à Bordeaux et en fait, j'avais besoin de travailler les matériaux. C'était quelque chose qui me manquait et ça, c'est hyper important, je pense, quand on travaille avec des notions de réemploi, c'est qu'il faut aimer les matériaux, les produits, la matière. C'est vraiment un prérequis, je pense, hyper important. Et en fait, je suis partie en Belgique faire mon Erasmus parce qu'il y avait un atelier qui s'appelait Architecture construite. Et je me suis dit, génial.
Et donc tout ce qu'on concevait, on le construisait. Et c'est là où j'ai rencontré Rotor. Et je me suis dit, oh là là, il y a tout un monde à faire. Donc j'ai continué sur ce sujet-là. Donc là, c'était il y a une dizaine d'années. J'ai continué là-dessus. J'ai jamais trop lâché. J'ai travaillé en agence, aussi dans des agences de paysages. Et notamment dans une agence d'architecture sur Angoulême qui s'appelle l'Atelier Nera Michelet, où j'ai eu beaucoup de chance d'être un peu libre sur mes projets. Donc j'ai testé pas mal de choses. Là, c'est pas abordé, mais je sais qu'avec ODIS, j'avais fait un midi circulaire sur du réemploi de dormants de menuiserie pour faire un bardage en secteur sauvegardé. Donc là, si ça vous intéresse, vous pouvez le voir, c'est en ligne et ça permet de voir vraiment tout ce qui n'a pas fonctionné et comment c'est dépatouillé, sachant que c'était il y a 5-6 ans. Voilà, donc là, je vais vous montrer plus là où j'en suis avec une petite passion en ce moment. Donc, il y a 2 ans, j'ai créé la mécanique des ruines avec pour objectif en fait de continuer à explorer ce fabuleux champ qui est l'économie circulaire et continuer à me former en même temps. Donc, du coup, la mécanique des ruines, l'idée, vous le comprenez, hein, on fait un peu comme les anciens. On pioche dans la ruine d'à côté pour construire et puis il y a toute une mécanique à trouver. Donc, il y a la partie projet architecture, tout ce qui est conception suivi de chantier. Parce qu'il faut en faire, puisque c'est des débouchés dont on a besoin, même si les filières sont en train de se mettre en place. Là, je vous parle de la partie pro, mais à côté, j'ai aussi des activités en tant que bénévole pour aider à monter la filière en Charente, du coup. Donc, le projet d'architecture. La partie formation, ça, c'est venu petit à petit, et c'est vrai que j'aime bien. J'aime bien parce que ça permet de continuer de se former et de rencontrer tout un tas de personnes. On l'a dit, c'est beaucoup, beaucoup une histoire de personnes. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et une troisième partie, laboratoire. Je fais partie aussi d'une association qui s'appelle Le Carré Bouge et on teste tout un tas de trucs. Et l'idée, en fait, vous l'avez compris, c'est que je me nourris des uns et des autres et surtout, ça permet tout le temps de se remettre en question. Alors la question, c'était comment on fait pour intégrer du réemploi de matériaux dans les projets d'architecture. Vaste question. Je peux vous dire un petit peu à l'instant T, là où j'en suis. L'idée, en fait, c'est qu'en tant qu'architecte, c'est un peu comme d'habitude, avec une vision plutôt réhabilitation. Moi, j'ai très, très peu fait de neuf. J'ai arrivé une opération où j'ai fait du neuf, sinon c'est plutôt que de la réhabilitation. Toujours, hein, l'intérêt de la matière et de faire avec. Donc, on suit en fait les étapes de conception de la loi MOP. Simplement, on rajoute en fait cette donnée-là. Ce qui change, la conception, on l'a dit, on part de la matière et on fait des allers-retours entre ce dont on a besoin pour notre bâtiment, mais on part aussi de la matière. Je vais vous montrer quelques exemples en suivant. Et surtout, bien caractériser ces matériaux. Vous avez les guides FCRBE qui sont une source fantastique. Il y a plein de guides, mais ceux-là, c'est vraiment une bonne étape pour la partie caractérisation de la matière. Et être conscient des atouts et fragilités. Ça demande aussi de tester un petit peu, de se sortir de sa zone de confort. Et puis, au niveau de la mise en œuvre, il y a quand même beaucoup de choses qui changent au niveau de l'organisation. Disons que c'est des choses complémentaires, mais qui viennent un peu perturber l'ordre établi. Donc, il faut être un peu souple. Et donc, mise en œuvre par rapport à l'organisation, la coordination et la partie des constructions. Et aussi, ça demande d'ouvrir l'œil, de regarder un peu ailleurs, de casser l'organisation en silo, notamment quand on travaille avec des maîtrises d'ouvrage publics. Je ne vous l'ai pas dit, mais effectivement, moi, j'ai pas mal travaillé avec des maîtrises d'ouvrage publics. C'est le gros challenge, mais c'est là où on fait évoluer les choses, je pense. En tout cas, c'est une question que je m'étais posée il y a pas mal de temps et j'ai décidé de rester dans le système. Ça demande du coup d'observer le territoire et de saisir les opportunités. Vous allez voir, je vais vous montrer des choses qui sont en cours sur le chantier de la caserne avec l'agence du Clos aussi. En fait, ils ont été retenus. Et c'est Brice Kester qui m'a proposé de les rejoindre en suivant pour la partie économie circulaire. Donc j'ai accepté parce que c'est à côté de la gare, vu que je viens d'Angoulême. Mais voilà, du coup, je suis en charge de cette partie économie circulaire et l'objectif, c'est de remplacer en fait des matériaux qui ont été prévus en neuf par des matériaux issus du réemploi. Donc je ne vais pas vous parler de tout ce qui est caractérisation des matériaux qui est en place, même si ça a été dit, il y a à peu près 200 matériaux qui ont été ciblés, il y en a beaucoup plus, mais à un moment il faut savoir s'arrêter aussi. Et il y en a 80 qui sont réintroduits, pareil avec cet objectif, on remplace ce qui est prévu en neuf par des matériaux issus du réemploi. Mais je voulais vous parler d'autre chose. Je parle en ce moment pas mal et j'ai l'impression que ça intéresse et je trouve que c'est un métier vraiment en devenir d'EIT.
écologie industrielle et territoriale. Et ça, je trouve que c'est fantastique. C'est un truc que je faisais sans trop m'en rendre compte. Et maintenant, il y a des vrais postes qui sont financés par l'ADEME qui rentrent dans des collectivités. Donc, c'est des appuis hyper intéressants. En gros, le principe, c'est y a une personne qui est mandatée pour analyser un territoire. Souvent, c'est une zone industrielle. Et elle fait un peu du métabolisme urbain, finalement. Enfin, en tout cas, la vision que je peux avoir du métabolisme urbain, c'est-à-dire qu'elle analyse qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort et comment on peut créer des synergies, que ce soit en matériaux, en temps, en espace, en véhicules, en tout ce qu'on veut. Et en fait, je vais vous donner 2 exemples qui sont en cours à la caserne, que je transmets volontiers, issus de l'industrie. Donc là, le premier, c'est en fait, il y a 4 ans, peut-être 4-5 ans, je fais une visite avec des étudiants de la SNCF et je tombe sur un mec un peu passionné de son stockage. Et donc, je visite les stocks de la SNCF et je tombe sur ces blocs en fait, qui sont des traverses biblocs. À ce moment-là, je ne savais pas trop ce que c'était, mais c'est des blocs de béton. Je me suis dit, ils sont super beaux. Le mec me dit qu'il paye hyper cher pour les broyer. Il me dit, on peut en faire quelque chose. J'en parle. Je ne trouve pas de contact à la SNCF, on ne rentre pas comme ça. Et je continue de gratter un peu la question. Et dans le cadre de la caserne, je me dis, il y a quelque chose à faire. Donc, je continue, je commence à harceler. Il y a quelqu'un ici qui m'a donné le contact. Emeline, je crois que c'était toi. Grâce à Emeline, à force d'en parler, j'ai eu le contact, je ne sais pas où elle est, mais j'ai appelé ce mec et j'ai fait une visio avec un gars extraordinaire de la SNCF qui m'a dit ouais, mais nous, il y a eu quelques expériences, mais pas avec les biblocs, avec les monoblocs. Et en fait, il me dit, on en a plein, on peut anticiper parce qu'en fait, on les renouvelle souvent. Et on a eu une opération, en fait, avec un paysagiste qui a utilisé ces traverses monoblocs pour faire cet aménagement paysager. Donc, c'est une agence qui s'appelle Paul Green, que je n'ai pas contactée, mais je pense que je vais leur envoyer un petit mail de remerciement. Donc, c'est pour une zone inondable. Et donc, en fait, ils ont pris ces traverses, ils les ont retournées et ils ont fait un cheminement. Ok, super. Et la SNCF me dit, nous, on a testé aussi pour faire un stationnement. Et il m'explique qu'en fait, comme la forme est un peu concave, ça permet en fait d'avoir un revêtement de sol hyper costaud. Forcément, c'est fait pour qu'il y ait des trains qui passent dessus, quoi. Et en plus, du fait de la forme, c'est un revêtement qui est perméable. Top. Enfin, un revêtement perméable issu du réemploi, en tout cas une piste. Donc, c'est reparti. On revient en fait sur la caserne, on change un peu le fusil d'épaule. Et donc, tous les espaces extérieurs qui sont prévus à la base en béton balayé, on est en train de redessiner en fait le parvis et la cour à partir de ces éléments-là. Du coup, maintenant que c'est redessiné, on sait combien il en faut. Donc là, il en faut à peu près 1200. À force d'en parler, on se dit peut-être qu'on peut mutualiser aussi des transports parce que le deal avec la SNCF, c'est qu'ils les vendent qu'à 1 € la traverse. Ils ciblent un chantier qui est à moins de 100 km, mais par contre, il faut s'occuper du transport. Donc l'idée, c'est de mutualiser aussi ça. Donc là, on est en train de... Donc là, la prochaine étape, c'est on valide le plan, je leur demande et on organise en fait tout ça. Il faut que je me dépêche ? Oui, j'ai vu dans tes yeux. Deuxième point, c'est un peu ce que vous voyez aussi sur cette partie-là dans le bâtiment au niveau des garde-corps. Donc c'est un mec du Carré-Bouche qui me dit, regarde, ce que j'ai trouvé, c'est des découpes laser de lames de tondeuse. Trop bien. Je garde ça en tête et sur la caserne, on voit qu'il y a des supports pour de la végétation qui sont prévus. Et je me dis, on peut peut-être remplacer ça par autre chose. Et donc, je contacte 17 ou 18 industriels. Je me prends des gros vents. Et là, je tombe sur une personne qui a repris une boîte qui fait du matériel agricole. Merci. J'y vais 2 jours après. Je vois comment ils fonctionnent dans leur process pour mettre leurs petites pièces et comment on peut redécouper. Et donc, on a comme ça redéfini, en fait, donc ça, c'est leur squelette de découpe laser. Ça, c'est ce qu'ils font habituellement. Et on a redéfini, en fait, comment est-ce qu'ils pouvaient faire pour que ça ne soit pas trop long pour eux, pour garder de la matière et les redécouper. Et c'est pareil, on refait du coup le calpinage et on l'intègre comme ça. Au niveau bureau de contrôle, d'une manière générale, là, le discours que j'ai eu, donc ça dépend des personnes, mais c'est à partir du moment où c'est des matériaux en tant que tels, donc là, en l'occurrence, de l'acier, les traverses, c'est du béton. Quand c'est du bois, c'est plus facile à caractériser. Ça lève quand même pas mal de freins. Donc voilà où on en est. Tout ça pour dire qu'on peut aussi sortir du secteur du bâtiment pour trouver des trucs. Et l'idée, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est reproductible après. Hop là, voilà.
Merci. Et du coup, Morgane, tu présentes aussi en 5 minutes. En 5 minutes. En 5 minutes chrono. Tu veux venir là, peut-être? Non, d'accord, j'ai compris. Ah, pardon. Faut pas se mettre devant le diapo. Merci. Si on n'a pas, je veux pas mettre devant, ça va aller. Oui. Cool. Donc, je me représente, mais Morgane Moinet, je suis directeur du bureau d'études Remix, qui est un bureau d'études spécialisé dans le réemploi des matériaux de construction. Et comment on arrive à créer un bureau d'études spécialisé en réemploi des matériaux de construction? On travaille avec une agence d'architecture qui s'appelle Encore Heureux, qui fait une exposition sur le sujet. Alors, la vraie histoire derrière l'expo, c'est qu'un jour, ils font une autre exposition, qui est une exposition éphémère, et à la fin de l'exposition, ils passent par hasard sur le site, et ils se rendent compte que tous les matériaux qui ont été mis en œuvre 15 jours avant, ils sont dans une benne. Et ils se disent, tiens, il y a peut-être un petit problème. Est-ce que la manière dont on aborde notre métier d'architecte est la bonne? Et à partir de ça, donc l'agence fait d'abord cette exposition qui est la première entrée dans la recherche finalement sur le sujet. Puis ensuite un premier bâtiment, le pavillon circulaire, qui est une expérimentation à une échelle assez modeste et sur un bâtiment temporaire. Puis une deuxième expérimentation qui est la maison du projet Morland, qui est un bâtiment qui est construit en grande partie avec les matériaux démontés dans le bâtiment que vous voyez au second plan, et notamment la façade rideau, les vitrages viennent du bâtiment au second plan. Et puis l'agence change d'échelle, rentre dans du marché public en millions d'euros et ainsi de suite. Et donc là, dans ce bâtiment qui est la Grande Halle de Colombelle, vous avez des sanitaires de réemploi, de la menuiserie intérieure, un petit peu de menuiserie extérieure, vous avez de la porte coupe-feu, donc des sujets en décennale, un petit peu de structure, et ainsi de suite. Et donc un jour, l'agence se dit ce serait bien de monter une équipe dédiée au sujet, et c'est comme ça qu'on décide de cofonder le bureau d'études Remix, donc une filiale de l'agence dans laquelle on est 2 associés, l'agence d'une part et moi d'autre part. Donc notre métier, c'est d'accompagner les professionnels du bâtiment dans le développement des pratiques de réemploi au sens assez large. Et il n'y avait pas la deuxième diapo, mais on est organisé autour de 3 sujets. On fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc plutôt dans les phases amont du projet d'architecture, dans les phases de programmation en général, pour introduire l'idée du réemploi dans les programmes, puis dans les cahiers des charges de maîtrise d'œuvre. Et normalement, si on a participé à désigner une maîtrise d'œuvre compétente, on n'a pas besoin de continuer. Notre cœur de métier, c'est vraiment la conception. Dans les équipes, tout le monde a au moins un diplôme d'archi. Je dis au moins parce qu'il y a beaucoup de double diplômes, archi-ingé et autres. Et donc, notre cœur de métier, c'est vraiment de concevoir avec les architectes des bâtiments qui mettent en œuvre des matériaux de réemploi. Alors, des bâtiments ou du projet urbain ou de la Céno, c'est large maintenant. Donc, on est une équipe de 7 personnes en permanent. Vous avez les 3 associés d'Encore Heureux qui m'accompagnent aussi sur les grandes questions de développement et de stratégie. Et du coup, notre mission, on l'a définie comme ça, c'est de rendre possible et désirable le réemploi des matériaux de construction. Et il y a 2 choses importantes là-dedans. Il y a le fait que ce soit réaliste et il y a le fait que ce soit désirable. Donc voilà les 3 activités, mais je vous en ai parlé déjà. Et puis un rapide panel des opérations. Alors les bureaux d'études, c'est quand même, par rapport aux agences d'archi, on a beaucoup d'opérations par rapport au volume de l'équipe. En ce moment, on a une 30aine d'opérations en cours. Donc pas mal de sujets côté maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre de ZAC, enfin ou plutôt de projets d'AMO sur des ZAC où il y a des gros sujets de démolition. Je rêve du jour où on ne démolira plus, mais c'est encore le cas, donc on essaye de limiter l'impact de ces opérations, enfin de participer à la limitation de l'impact de ces opérations. Et puis beaucoup de projets de réhab, de construction neuve aussi un petit peu, que ce soit du logement. Alors on a une variété de programmes qui est très très grande, qui vont du logement au lieu culturel, au bureau, et ainsi de suite. Et de plus en plus des très grandes échelles urbaines aussi de maîtrise d'œuvre de ZAC. On a un projet de la promenade des hauteurs qui est une balade urbaine de 40 km. Donc on a fait un diag ressources sur 40 km. Voilà. Et puis peut-être pour conclure 2 choses, une partie importante de notre travail, c'est de décrire des objets qui mettent en œuvre des matériaux de réemploi, de participer au sourcing de la matière, de réfléchir aussi à la manière dont on peut valoriser les matériaux qui se trouvent dans les existants sur lesquels on travaille. Une part importante, et c'est probablement la plus-value qui justifie de rémunérer un bureau d'études réemploi, je pense, c'est qu'on cadre, notre job c'est de cadrer les sujets normatifs, notamment démontrer les niveaux de performance, démontrer le respect des exigences normatives, et tout ça bien sûr, quand on fait tout ça, on s'adresse au bureau de contrôle aux assureurs. Et on est dans cette situation-là, encore un dessin extrait de Matière grise, et que j'aime bien rappeler, c'est que finalement, quand on avait beaucoup de ressources,
Et quand vous avez beaucoup de dentifrice, vous en tartinez la brosse à dents. Et on est aujourd'hui dans une époque où il n'y a plus beaucoup de ressources. On arrive au bout du tube et finalement, on se débrouille avec ce qui reste. Et c'est un peu ce qu'on défend aussi chez Remix. Voilà. Je ne sais pas si ça fait 5 minutes, mais... Donc, on lance les 4 premières questions des intervenants et après on prend vos questions. Donc, n'hésitez pas, préparez-vous. Qu'est-ce qui va prendre le micro pour le public? Ouais, Serge. Est-ce que je peux vous désigner au pif celui qui pose la première question ou pas? Agathe. Non, mais une question à notre intervenant. Est-ce que chez Remix, parce que c'est un truc est-ce que vous faites des fois des prototypes, ou même tout le monde, est-ce que vous êtes retrouvé à faire des prototypes, et je pense que ça peut être bien de partager ça. Je ne sais pas si ça marche. Alors, malheureusement, on n'en fait pas autant que ce qu'on aurait voulu. Nous, on voulait que ce soit quelque chose de très intégré dans le projet. On est à l'agence, par exemple, d'Archi. Chez Encore eux, ils font encore beaucoup de maquettes. Donc, on a cet ADN-là. Et on l'a même écrit dans nos statuts. C'est-à-dire, dans les statuts de la société, il y a écrit prototypage. Et en fait, au quotidien, pris dans les projets, pris dans la complexité qu'on connaît, on en fait assez peu. Donc, on a eu l'occasion de faire des protos et notamment de faire un catalogue d'échantillons sur une opération. Et ça, c'était très, très cool. Sur une opération qui est livrée, qui est un bâtiment public, donc qui est visitable, qui est le Palais éphémère de la découverte pour Universcience, qui est un musée. Vous pouvez emmener des enfants si vous en avez. Donc ça, c'était très chouette. En plus, on était un groupement de conception-réalisation avec des menuisiers et menuisières qui travaillent en insertion, et donc c'était tout à fait adapté pour faire du prototypage. Et là, on a une première opération de logement où on réemploie de la brique en partie issue du site et aussi en partie issue d'autres opérations. Et là, c'est 250 logements, donc ça justifie de faire... il y a 1,5 niveau d'échantillons de façade, dans lequel il y a l'ensemble de la façade. Et donc les tests, notamment les 2 grands enjeux, c'est les tests de calpinage et les couleurs des briques qui sont issues du site ou hors site. Et les briques issues du site, elles ont aussi la peinture pas mal, elles sont taguées. Et la question, c'est est-ce qu'on les tourne face non taguée, parce que il y a une face non taguée, ou est-ce qu'on joue avec ça? D'où l'objectif du prototype. Donc la réponse est oui, mais pas autant qu'on aimerait. Merci. Julien? Moi, j'ai une question pour monsieur l'architecte. Donc, sur la question du bois qui a été donc déposé, enfin récupérer les portes qui ont été récupérées, c'est un sujet d'actualité pour moi. Est-ce qu'il y a une convention qui a été mise en place ou un acte juridique entre l'OPH, c'est un OPH, c'est ça? Un bailleur social et la ville de Paris, c'est ça? Entre les deux pour récupérer les matériaux et que le maître d'ouvrage qui se dessaisit de ces déchets, puisqu'il le considérait comme des déchets, n'en a pas la responsabilité derrière. Enfin voilà, toutes ces questions-là qui m'intéressent. Merci. Vous me posez une colle. On n'a pas préparé, hein, ça se voit. Hein. Moi, vous me posez une colle parce que je me souviens plus. Moi, je sais que le fait d'avoir initié les choses, si vous voulez, d'avoir demandé aux gens, s'ils voulaient bien, effectivement, mettre ces portes à disposition. Après, en fait, la ville de Paris, enfin, c'est pareil, c'est un bailleur. Moi, mon maître d'ouvrage, c'est la ville de Paris à ce moment-là. La RIVP, c'est un bailleur de la ville de Paris. L'entreprise générale, ils travaillent pour la RIVP et en général, quand ils travaillent pour la RIVP, ils sont contents de faire plusieurs projets derrière. Vous voyez. Donc tout le monde s'accorde pour que ça se passe bien. Après, je ne sais pas s'il y a eu un cadre juridique de responsabilité, parce que, bon, après, je veux dire, il suffisait juste que les ouvriers, au lieu de les jeter par la fenêtre, les descendent et les entreposent dans les trucs. Donc, je ne pense pas qu'il y avait de responsabilité si importante. Non, en revanche, il y avait un petit billet quelque part, ça coûtait plus cher. Donc, GTM a fait l'effort de demander à ses ouvriers de descendre et donc de ralentir un petit peu leur démolition, le curage des bâtiments au moment où il était en train de le faire. Voilà. Donc, et pour la RIVP, ça a occasionné possiblement
une demande de TS de GTM et ainsi de suite. Mais tout le monde s'est accordé et moi, enfin, on m'a pas sorti une facture ou quoi que ce soit. En l'occurrence, je l'aurais pas payé, c'était la ville de Paris. Mais moi, je mettais la ville de Paris face aussi à ces injonctions, parce qu'en fait, bon, c'est assez normal. Un maître d'ouvrage vous propose des objectifs, mais en fait, eux, ils avaient mis ça dans le concours et moi, j'avais dit, ok, je le prends, mais on va y aller ensemble. Moi, je sais pas très bien comment on va faire, mais manifestement, vous non plus, donc on va le faire ensemble. Voilà. Je n'ai pas tout à fait répondu à la question, mais c'est pas grave. Si, moi j'ai une question, mais je ne sais pas à qui je pourrais la poser. Peut-être à vous, alors. Peut-être à vous. En fait, parce que moi, quand je propose, parce qu'aujourd'hui, sur tous les projets que je fais, j'essaie d'avoir ce caractère de réemploi. Et j'arrive à convaincre tout le monde sur le sujet du carbone, si vous voulez. On est bien d'accord qu'on va avoir un gain carbone. Mais la petite question sous-jacente qui revient à un moment donné, c'est est-ce que ça va être beau ? Et est-ce que ça va pas faire vieux ? Est-ce que ça va pas faire machin ? Alors, est-ce que, d'après vous, il y a une esthétique du réemploi ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose, si vous voulez, et en tout cas, comment on se positionne comme ça à travers les projets qu'on peut voir ? Et quelle est votre première impression ? Si on vous dit réemploi, vous pensez quoi, en fait ? Voilà. Je ne représente pas toutes les maîtrises d'ouvrage et moi j'ai quand même créé ma culture au travers des échanges, des rencontres que j'ai fait avec Brice Kester m'a beaucoup nourri aussi sur ces questions de réemploi. La régraterie m'a beaucoup nourri. Je citais la matière, mais il y a plein de... Moi, je pense que c'est ce réseau-là que l'on est en train de vivre aujourd'hui qui crée justement le regard de demain. Je pense à Odéis, aussi, qui est un formidable incubateur et ça met tous les professionnels en lien. Et donc la maîtrise d'ouvrage, elle est en train de monter aussi et de changer son regard sur le réemploi. Moi, je le vois bien au travers des collègues qui sont loin du sujet. Il y a plus ce frein-là. Moi, je le vois de moins en moins, en tout cas, notamment par les exemples qui sont, je trouve, de plus en plus esthétiques. Ce qui est sûr, en revanche, et ça, on se le dit à chaque fois qu'on fait du réemploi, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Ça, c'est sûr. Voilà, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit efficace, il faut que dans 10 ans, ça soit toujours aussi beau, dans 20 ans, pareil. Et je pense que ça, c'est un enjeu pour tout le monde. Celui qui se plante sur le réemploi, n'importe où en France, peut être pointé du doigt et ça peut nuire à tout le monde. Donc, j'engage à une grande prudence et une grande qualité d'exécution derrière. Merci. Morgane ? Ils sont hyper sages. J'avais une question pour toi, Jean. Tu disais tout à l'heure, c'est un des sujets qui revient souvent, c'est alors nous, les maîtrises d'ouvrage, nous disent toujours, nous on a tendance à mettre des objectifs de réemploi assez contraignants et puis à demander aux entreprises de faire d'une manière précise et ainsi de suite. Et la peur bleue des maîtrises d'ouvrage, c'est toujours est-ce que les entreprises vont répondre ? Est-ce qu'on va pas avoir des marchés infructueux, enfin, surtout en marché public ? Et je touche du bois, nous ça nous est jamais arrivé encore. Mais par contre, une des choses qui nous a beaucoup intéressé quand on a créé Remix au tout début, on a créé Remix au moment où l'agence livrait la Grande Halle de Colombelle. Et un des tout premiers trucs qu'on a fait au nom de Remix, c'est d'aller faire le retour d'expérience de l'opération et d'aller interviewer les entreprises pour comprendre ce que ça avait changé dans leurs habitudes. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'était que l'entreprise, elle chiffre et puis elle ne sait pas très bien à quoi s'attendre. Et je voulais savoir, est-ce que tu sais s'ils sont rentrés dans leurs frais ? Est-ce qu'ils ont fait de la marge sur cette opération ? Ou est-ce que, comme moi j'ai pu l'observer, elles ont chiffré parce qu'elles ont envie de participer à changer le monde et qu'elles ont compris que sinon il y aurait un problème pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Mais des fois, économiquement, ça peut être compliqué pour les entreprises, effectivement. Il y a plusieurs cas de figure. Sur la crèche, le menuisier qui a participé, qui a travaillé, oui, il a récupéré ses portes. Ça a occasionné plus de travail qu'il ne l'avait imaginé. Donc oui, je pense que ça lui a coûté. Mais il était tellement fier de son travail, il était tellement convaincu de la justesse de son travail que quelque part, je ne sais pas, il ne m'a pas exprimé son mécontentement sur l'opération. Après, moi, je fais en sorte de donner le nom de ce menuisier. Aujourd'hui, tu vois,
Mais non, parce que moi, quand je vois des gens comme ça aussi impliqués, vous devez en connaître aussi, et des gens qui sont prêts évidemment à sacrifier peut-être une part de ce qu'on appelle la richesse, mais pour un autre type de richesse quelque part, bon ben moi je suis ravi. Donc évidemment j'ai communiqué donc les coordonnées de ce menuisier à beaucoup de gens. Là par exemple je fais une opération en ce moment avec de la brique de réemploi sur Pierrefitte. J'ai eu énormément de coups de fil de plein de gens. J'ai donné à tout le monde, les entreprises qui l'ont fait, la source que j'avais trouvée, et ainsi de suite. Parce que, voilà, moi je serais ravi de refaire des projets, je préférerais qu'on m'appelle pour faire des projets, mais enfin bon, tant pis. Non, mais ça peut m'arriver aussi quand même. Mais je donne les plans. Voilà, je crois qu'on parlait tout à l'heure de ça. Donner les plans, c'est super important parce que c'est les gens qui participent dans le réemploi, ils ont cette dimension-là. Il y a la richesse et puis il y a aussi ce qu'on a envie de gagner. Et d'ailleurs, il y a une question qu'on pourrait se poser tous ensemble, c'est quand viendra-t-il ce jour où le coût carbone sera en termes de valeur plus important que le coût euro? Parce que c'est ça qui bousculera sans doute. Voilà. Et il y a un moment où dans la croisée des chemins, on y arrivera. Et donc là, ça changera tout. Mais bon, on n'est pas tout à fait encore là. Merci. Maintenant, si vous avez des questions, on va faire passer un micro. Vous pouvez lever la main pour qu'on vous identifie. La première, c'est toujours un peu la plus dure. Ouais, super. Merci Florian. Bonsoir. Florian Battesati, bureau d'études à l'œuvre. Merci pour vos présentations qui étaient très inspirantes. Moi, j'ai eu des petites expériences de réemploi et à chaque fois, j'ai pas eu de soucis avec le contrôleur technique. Donc, je me dis, soit j'ai eu de la chance, soit c'était pas assez ambitieux. Et là, vous parliez, alors c'est Morgane, je crois, qui parlait de démontrer la performance des matériaux ou l'aptitude à l'emploi. Est-ce que, selon vous, pour que ce soit une opération réussie, lorsqu'il y a besoin de démontrer l'aptitude à l'emploi d'un matériau de réemploi, soit sur une base documentaire, soit sur une base d'essai, de laboratoire ou de prototypage, est-ce que dans ce cas-là, il faut absolument que le bureau de contrôle ait une mission spécifique? Ou est-ce qu'un bureau de contrôle, parce que tout à l'heure tu disais Julien, je crois que c'est toi qui disais, non c'est toi Agathe qui disais, l'architecte est allé chercher une compétence réemploi en plus après avoir gagné le concours. Donc quand ça arrive, je me dis, peut-être que le contrôleur technique, lui, il n'a pas une mission réemploi dès le début. Donc est-ce que quand on doit apporter des justifications qui vont au-delà de sanitaire, de VASC ou de choses un peu simples, ça marche uniquement si le bureau de contrôle a une mission spécifique? Est-ce qu'il faut rajouter une mission en cours de route? Voilà, comment ça se passe? Alors déjà, il n'y a pas tout à fait de consensus. Donc je ne vais pas pouvoir vous faire une réponse qui soit une réponse tranchée. Parce que la réponse des bureaux de contrôle varie d'un bureau de contrôle à l'autre. Juste au fait d'être informé qu'il va y avoir du réemploi dans le projet, d'une part. Et parce que les propos tenus par les juristes, enfin nous on travaille beaucoup avec un cabinet qui s'appelle Scov Avocat qui nous aide à répondre à ce genre de questions, n'est pas tout à fait ce que souhaiteraient entendre les bureaux de contrôle. Donc ce que dit le cabinet, en tout cas dans mon souvenir, et je ne crois pas rapporter de manière erronée leurs propos, c'est qu'en fait la mission du contrôleur technique, elle porte sur l'ensemble de la mise en œuvre, quelle que soit la nature de la mise en œuvre. Et donc, si vous mettez en œuvre des matériaux dans une mise en œuvre qui est non courante, et le réemploi, au sens des assureurs, se rapporte aux mises en œuvre non courantes, théoriquement, le bureau de contrôle n'est pas censé vous vendre une mission complémentaire, puisque ça rentre dans le champ de sa mission de contrôleur technique, d'assurer la conformité réglementaire des éléments mis en œuvre, qu'ils soient de réemploi ou non. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a plein de bureaux de contrôle qui, à raison probablement, considèrent que c'est un travail supplémentaire que d'auditer, ou je ne sais pas si c'est le terme, mais d'étudier les mises en œuvre non courantes et qui essayent d'être rémunérés pour ça. Et après, il y a deux choses. C'est que nous, d'expérience, on se rend compte aussi que souvent, on a des chargés d'opération, chargés d'opération sur les projets qui ne connaissent pas le sujet et qui ont plutôt tendance à vous dire non, c'est pas possible, ou juste à vous dire non, et à vous tartiner des observations au fil du RICT, à s'en arracher les cheveux. Et les grands bureaux de contrôle aujourd'hui ont tous un ou une référente à l'échelle nationale qui porte une certaine expertise sur le sujet. Donc nous, notre job aujourd'hui, c'est plutôt quand on se rend compte que les chargés d'op ne sont pas
au jus du sujet réemploi, de leur dire, vous savez, dans votre société, il existe une personne dont voici le numéro, l'email et l'adresse, qui est le ou la référente nationale de tel ou tel bureau de contrôle. Donc on les collectionne avec les équipes, les coordonnées de ces personnes-là. On ne leur envoie pas des chocolats à Noël, mais on pourrait. Et en fait, le truc important, c'est d'avoir en face de soi des interlocuteurs IS qui sont ou expérimentés, ou au moins curieux, ou qui ont envie. Voilà. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question, mais... Ça va, merci. Une autre question ? Bonjour. Alors c'est très intéressant toutes ces discussions-là. Moi, une question que je me pose, je suis maître d'ouvrage. Et pas très loin d'ici, la communauté de communes au Nice Atlantique. On fait pas mal de réhab et tout ça. Et en même temps, je suis aussi autoconstructeur et j'ai eu la chance d'habiter une très jolie maison avec 50 marches entre le parking et la maison. Donc autant dire que tous les matériaux qu'on montait là-haut, en fait, on les laissait là-haut et on les a réemployés à l'infini. Enfin, à l'infini, en tout cas, tout ce qu'on pouvait faire avec, on le faisait. Et je me suis même amusé à démonter une cloison en BA13 pour refaire des toilettes à côté. Et donc ma question est simple, est-ce qu'on peut tout réemployer? Qu'est-ce qu'on ne peut pas réemployer comme matériau selon vous? Vous avez 5 minutes. Pas plus. Ouais, j'allais dire l'amiante. Mais en fait, là... Ouais, mais en fait, non, parce que si c'est des matériaux bruts, on peut quand même les nettoyer un peu, faire un petit test à la lingette. Donc en fait, j'ai un contre-exemple directement dans ma tête. Sur le principe, je vois pas... Non, mais pas l'amiante en tant que tel. Mais s'il y a un matériau qui est en contact, en fait, l'amiante en tant que tel, non, bien sûr qu'on va pas la réemployer. Voilà. Mais s'il y a un matériau qui est en contact, là, on va faire le test sur des plaques d'acier qui sont en contact avec des joints en amiante. Et a priori, ça devrait le faire. Mais l'amiante en tant que tel, non. Sinon, je vois pas trop... Si, moi, par rapport à ça, je voudrais dire comme une chose, c'est que il y a trois freins à ça. C'est le coût euro, le coût carbone, parce que si transformer génère plus d'énergie que du neuf, vous n'arriverez pas à le faire. Enfin, c'est compliqué. Voilà. Et puis la quantité. Enfin, je veux dire, voilà, parce que si c'est quelque chose qu'on fait juste un one-shot sur 3 mètres carrés, bon, on peut toujours le faire et décider que si ça coûte plus cher, c'est pas si grave, et ainsi de suite. Mais voilà. Après, je pense que le réemploi, si on veut que ça soit actif, il faut que ce soit massif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le réemploi, on parlait juste avant là, des bureaux de contrôle, tout ça, il faut que le réemploi soit, enfin le matériau de réemploi, même s'il n'a pas de PV, s'il n'a pas été produit industriellement, il faut qu'il retrouve une forme de garantie. Donc il faudra réfléchir sur les filières de réemploi. Et je pense que les mieux placés, c'est ceux qui ont fabriqué le produit, qui peuvent le recertifier à terme, des choses comme ça. Enfin, il va falloir remettre le réemploi comme un matériau qu'on pourrait acheter dans n'importe quelle plateforme de matériaux. D'ailleurs, de faire des plateformes de réemploi est, à mon avis, quelque chose d'un peu dangereux. Il faudrait qu'on trouve du réemploi au point P, la plateforme du matériau, enfin, partout, quoi. Parce que c'est toujours de le garder en niche qui fera qu'on reste cantonné à le réemploi sur un usage un peu alternatif. C'est pour ça que quand je parlais de l'esthétique, tout ça, c'est aussi ça. C'est-à-dire que si le réemploi, il faut que ça fasse un peu sympatoche, brico-chic, bobo déco, ben, on reste dans des niches, même si c'est super. Mais il faut que ça soit massif. Il faut qu'on y arrive à faire que le réemploi, pour qu'il y ait une vraie occurrence sur l'énergie et toute la production de déchets dans notre domaine de construction. J'ajouterais peut-être un dernier élément, c'est la question de l'assemblage. Moi, j'ai un souvenir comme ça de magnifiques miroirs, de miroirs de grande dimension sur un projet, avec une entreprise de démolition, de curage qui était de très très bonne volonté. C'était des miroirs collés et en fait quand on a essayé de les décoller, on les a cassés
avec pourtant un chef de chantier qui m'a dit attends, j'ai trouvé du câble métallique, je vais le dénuder. Peut-être qu'en passant le câble derrière le miroir, on va réussir à couper la colle. Et enfin, ils étaient motivés, les gars. Il y a pas du tout ils étaient motivés et compétents en plus. Mais à un moment donné, avec toute la bonne volonté du monde, quand c'est assemblé de manière non séparable. Donc ça, c'est un des sujets. Et quand même, le béton, sauf cas particulier de préfabrication avec des assemblages réversibles, mais le béton, c'est par définition, très probablement un matériau qui est très rarement démontable de manière aisée. Et ça pose un certain nombre de problématiques. Il y a des exemples en Europe ou dans le monde de valorisation des bétons par le réemploi, via le découpage ou via le démontage des assemblages pour de la préfa, mais c'est quand même un matériau qui est très compliqué à réemployer. Mais ça, typiquement, je trouve que le réemploi du béton, pour moi, le meilleur emploi du béton, c'est de le laisser en place. Ça, c'est sûr. Parce que le réemploi du béton, où on va le couper à la scie, machin, refaire des blocs et tout, mais ça coûte un fric fou et ça coûte de l'énergie. Enfin, c'est juste pour faire du réemploi, pour du réemploi. Mais en fait, c'est un peu débile, quoi. C'est contre-productif. Parce que c'est encore pire que de faire du neuf. Donc, le béton, laissons-le là où il est. Et essayons de le garder, en fait, et de le transformer. Ça, c'est aussi une des choses dont il faudrait se méfier. C'est Jean-Marc Huygen qui a écrit dans un des premiers bouquins en langue française sur le sujet du réemploi qui s'appelle La poubelle et l'architecte. J'aurais choisi un autre titre, mais il l'a écrit, quoi. Donc, et Jean-Marc, il disait un truc, il disait il ne faudrait pas arriver au stade où on produit des déchets pour avoir des matériaux à réemployer. Alors, à l'époque où on n'était pas encore très au clair sur la sémantique de déchets et réemploi, et donc prévention de la production de déchets, mais ce qui est un peu un concept philosophique, ça va très très loin, mais effectivement, il faut se méfier de la fausse bonne idée, et il faut continuer à se poser la question de est-ce que ce que j'ai prévu de réemployer, c'est censé. Et nous, un exemple très très simple qu'on a eu il n'y a pas longtemps, on a une opération où on met en œuvre la brique de réemploi, donc c'est la brique qui est réemployée in situ, et puis il nous en manque, donc on doit en sourcer ailleurs. Et donc on regarde un peu qui peut nous fournir X milliers de mètres carrés de briques, et le fournisseur le plus adapté qu'on trouve, il est en Belgique. Et à un moment donné, on se dit, est-ce que c'est cohérent en termes d'histoire déjà, puis est-ce que c'est cohérent en termes de carbone? Parce que si le transport de la brique génère plus d'émissions de carbone que d'acheter de la brique neuve, on s'est planté. C'est-à-dire on est à côté du sujet de notre métier, de la raison pour laquelle on se lève le matin. Et comme on aime bien continuer à se lever le matin pour aller bosser, on a quand même vérifié la cohérence du truc. Dans le cas particulier de la brique, et avec la distance qui est celle de la Belgique, ce qui est très consommateur de carbone dans la brique, c'est sa cuisson. Et le transport relativement peu, et de toute façon les briques neuves elles sont transportées sur plusieurs centaines de kilomètres. Donc quand on a fait le ratio, effectivement la brique qui vient de Belgique elle est moins performante en termes d'économie carbone qu'une brique qui vient du site, mais on est encore cohérent par rapport à une brique neuve, et donc on a validé le principe de si on n'arrive pas à trouver la brique qu'on cherche en Ile-de-France, et on continue à chercher, je peux vous dire que dans l'équipe, Lilo en particulier cherche corps et âme de la brique sur le territoire de l'Île-de-France. Mais on a aussi validé cette option-là comme une solution qui reste moins énergivore que acceptable et moins énergivore qu'une brique neuve. Bonjour, Brice Morange, agence Cointet Associés. Moi j'ai une question concernant le sourcing justement, parce que en fait, dans le réemploi, il y a, quand on fait un projet, ce qu'on veut réemployer. Il y a aussi, quand on fait un projet de réhabilitation ou de démolition, ce qu'on aimerait ne pas jeter. Mais si on dit au maître d'ouvrage, toutes ces tuiles, c'est dommage de les jeter, on n'en a plus besoin, mais où est-ce qu'on les met? Où est-ce qu'on les stocke? Voilà. Et en fait, et ça revient un petit peu à vos portes, aux portes que tu as trouvées par hasard. Les blocs que tu as trouvés par hasard, c'est dommage, quoi. Et enfin, c'est dommage, c'est super, mais on est beaucoup sur l'opportunité et sur le hasard et comment faire pour qu'on arrive à dire, on réhabilite 200 logements, on a 200 chiottes, on ne peut pas les réinstaller ici, mais peut-être qu'il y a un autre endroit en France où quelqu'un va être intéressé. Aujourd'hui, on est très vite bloqué, même avec des acteurs locaux et tout ça, mais comment, pour vous, on pourrait améliorer ça? Et est-ce qu'il existe déjà des outils? Peut-être qu'on n'est pas au courant. C'est l'histoire des plateformes. Hein. Moi, je vois les plateformes de réemploi, comme par hasard, ça se retrouve dans de l'urbanisme transitoire. Donc, vous avez une halle qui va être transformée par un promoteur dans 4 ans
en marché de la mode, eh ben, on vous met une plateforme de réemploi. Donc super, le temps qu'on l'installe, qu'on arrive à faire en sorte que les gens sachent qu'il y a des matériaux de réemploi là, ben, on la ferme parce qu'il faut changer le truc. Donc voilà, donc on est toujours dans le provisoire, dans le temporaire, dans l'alternative finalement. Donc moi ce que je souhaite, ce que je disais avant, c'est qu'on arrive à trouver des matériaux de réemploi sur les plateformes qui sont pérennes. Mais ça, c'est vrai qu'on en est loin. Alors aujourd'hui, il y a des plateformes numériques aussi, Mobus, voilà, donc c'est un peu du... Mais il y a un problème de stockage physique. Moi, je suis bien d'accord. Donc, effectivement, si votre matériau, il faut le récupérer, alors il faut l'emmener à 20-30 km en périphérie. Bon, moi, je parle de Paris, mais enfin, peu importe. Il faut trouver un endroit qui soit pas cher pour stocker. Voilà. Ensuite, il faut le reconditionner, tout ça. Donc, ça coûte de l'argent, ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle les filières de réemploi qui se mobilisent. Mais ça, Pleine Commune, on les connaît bien. Pleine Commune, ils avaient une plateforme de réemploi, c'est terminé, quoi. Il faut trouver un autre endroit parce que pourtant, il y a une volonté politique, mais pas tout à fait suffisante pour vraiment transformer la filière de réemploi en filière capable, productive, installée. Enfin bon, non. Je vais nuancer un peu quand même. Pleine Commune, en effet. Non, mais juste parce que Pleine Commune, on en a parlé au séminaire. Non, bien sûr. Non, mais je pense que c'est une réalité. Aujourd'hui, à La Rochelle, on n'a pas de plateforme de réemploi, on n'en a pas. Voilà, donc on n'en a pas et on n'a pas d'installation prévue. Donc c'est-à-dire que nous, on n'est même pas sur de l'éphémère, on est sur... Il n'y en a pas. Voilà. Sur l'opération de Lavoisier, c'était des conteneurs qui ont été installés sur place parce qu'il y avait du foncier, mais aujourd'hui, on n'est pas sur cette question-là. Pour Pleine Commune, il y a des plateformes en effet de réemploi qui se ferment. Il y a aussi des acteurs, des entreprises qui sont positionnées pour récupérer, mais alors des filières très précises. C'est la question des candélabres, c'est la question de la terre, d'excavation, il y a d'autres questions, etc. Où là, inversement, c'est des porteurs privés qui ont repris la filière et qui du coup montent des structures par rapport à ça. Donc ça sort un peu de la question de la plateforme au sens où on l'entend, où c'est un endroit qui est plus généraliste. Mais en tout cas, il y a quand même des excroissances qui se créent comme ça. C'est pour ça que je nuance quand même un peu. Je voudrais répondre aussi sur cette question parce qu'effectivement, je rejoins. Il y a quelques années, on a vu émerger beaucoup de plateformes numériques et on s'est dit, c'est chouette, c'est un outil pour faire de la mise en lien. Sauf qu'en fait, il y en a plein et on a du mal à chercher. Et honnêtement, j'ai l'impression que, sur nos territoires, parce que là, je parle de territoire Charente. Donc, voilà. Franchement, la plus efficace pour les particuliers, c'est Le Bon Coin, pour l'instant. Faut se le dire. Donc en fait, il y a 5 ans, on a créé une association et dont le but, c'était d'aider à la structuration de la filière. On s'est assez vite dit, tout le monde se regarde dans le blanc des yeux, on pourra se regarder ensemble très longtemps. Il faut un lieu physique, effectivement, pour amener les matériaux, les reconditionner. Enfin, déjà les retravailler, potentiellement les reconditionner, parce que reconditionner, ça veut dire, comme pour les téléphones ou les ordinateurs, ça veut dire appliquer une assurance. Donc c'est un peu le niveau au-dessus, mais c'est le niveau d'indivision qu'il y a eu. Donc là, pour vous dire, ça a commencé il y a 5 ans. On est allé voir les collectivités. Les collectivités nous ont dit super, très bien. Et puis rien d'autre. Du coup, on a trouvé des porteurs de projets là. On a trouvé un lieu. Et donc, du coup, il y a une plateforme physique pérenne qui est en train de se monter. Mais la difficulté, c'est par où on commence. Donc, on ne peut pas commencer dans tous les sens. Donc, l'idée, c'est cible pour les professionnels, pour répondre du coup à cette question, et cibler quelques éléments, et ensuite venir dupliquer avec un process industriel pour justement avoir une massification. Effectivement, à terme, les lieux de revente, il faudrait que ce soit Point P, Leroy Merlin et tout ce qu'on veut. On sait très bien qu'en fait, ils regardent, ils savent. Hein. Enfin, moi, je pense qu'ils savent. Ils regardent, ils attendent que tout le monde prenne les galères. Et puis ensuite, clairement, ce sera les lieux, en fait, tout simplement, on l'a vu après post-Covid. En fait, quand il n'y a plus de matériaux, ils se posent la question. Il y avait des rayons vides. Je sais que sur Poitiers, c'est Pascal Cantanchon qui avait engagé des discussions avec des revendeurs de matériaux. Comment faire pour mettre des rayons à disposition. Voilà. Donc, je n'ai pas répondu totalement à la question. Effectivement, il faut absolument que les filières soient mises en place. Les plateformes de réemploi de matériaux ou autre chose, peu importe comment on les appelle, mais en tout cas des lieux où amener les matériaux et où les ramener. Et moi, je me rends compte aussi d'une autre chose, c'est que on manque vachement d'outils. Je sais que moi, je ne fais pas beaucoup de diagnostics ressources. Par contre, je travaille un peu avec des diagnostics PEMD. Tout est fait à la main. Alors, je ne sais pas comment ça se passe sur les autres territoires. C'est des gens incroyables. Hein. Ils arrivent à recenser toutes les choses à la main. Je me dis qu'il y a peut-être des applications qui sont en train de se développer, des choses comme ça. Je ne m'y suis pas trop penchée. Peut-être que toi, tu dois savoir. Mais pour l'instant, c'est hyper fastidieux. Et comment ça se passe ? Moi, je le dis. Je suis arrivée sur Poitiers. J'ai fait quoi ? J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé peut-être 30 structures. Alors, j'ai rencontré des gens de dingue. Hein. Et du coup, ça se renvoie les informations. Mais pour l'instant, le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est de communiquer.
Ça prend du temps, mais de communiquer, d'échanger les informations, et ça va dans les deux sens pour aider à structurer la filière. Mais c'est le balbutiement, quoi. On manque d'outils, je pense. Je complète les propos d'Agathe avec l'exemple qui est en cours et qui est en train de se structurer sur le quartier de la gare. À côté de la caserne, il y a un gymnase qui est désaffecté et qui va nous servir à stocker les matériaux. Donc ça, c'est un exemple concret de plateforme de réemploi. Alors, pour l'instant, c'est pour Poitiers et Grand Poitiers. Mais demain, qu'est-ce que ça deviendra, cette plateforme, puisqu'elle est bien placée, elle est au cœur du quartier, il y a une surface. Alors, ça pose tout un tas de questions d'assurance, donc chacun sa croix. C'est vrai qu'on y travaille fort aujourd'hui sur la partie juridique. Mais moi, j'y crois beaucoup à cette échelle du quartier. Et quand on a des dizaines de milliers de mètres carrés, déjà, ça fait un bon terrain de jeu pour une petite plateforme de réemploi. Je crois que c'est une question qui passionne les intervenantes. Alors, moi, il y a un peu deux choses. Ce dont on parle, c'est de développer une nouvelle filière qui n'existe pas et qui a la particularité d'être particulièrement complexe parce qu'elle intéresse la distribution sur des territoires d'éléments très variés. Et en fait, on a un exemple, et vous allez m'excuser pour l'exemple, ne me lancez rien s'il vous plaît, mais d'une filière comme celle-ci qui est terriblement efficace, beaucoup trop à mon sens, qui est Amazon. Amazon, c'est une entreprise dont le job, c'est de vous distribuer ce que vous voulez partout dans le monde et en 24 à 48 heures. Et Amazon, c'est une boîte qui date de 1994 et qui fonctionne très bien parce qu'elle a existé à un moment donné et dans un monde où on désirait ça, où on a mis de l'argent à disposition pour développer une efficacité terrifiante aujourd'hui, et en plus après un ensemble de services sous-tendus, parce qu'Amazon est propriétaire de son système de distribution jusqu'au dernier kilomètre. Voilà. Et donc ça a pris du temps, ça a pris peut-être plusieurs dizaines d'années, et on est dans quelque chose qui pourrait être similaire, même si les échelles qu'on cherche ne sont pas les échelles de la planète, mais des échelles plutôt territoriales, qui pourraient être régionales, départementales, je ne sais. Mais en tout cas, on doit déjà apprendre à collectivement désirer autre chose que les matériaux neufs, qui sont les matériaux de réemploi, puis mettre l'ingénierie et l'économie nécessaires pour développer ces pratiques. Et c'est ça qui va mener au développement de filières structurées qui seront fiables, ou en tout cas qui répondront à nos besoins en évolution. Et donc je pense qu'il faut être patient, parce qu'on parle de 2014 contre 1994, mais on va y arriver. Et après, il y a un deuxième phénomène que j'observe et qui m'intéresse beaucoup, qui est jusqu'à il y a peu, quand on parlait de plateformes de réemploi, qu'elles soient numériques ou physiques, on parlait un peu de broc, c'est-à-dire de gens qui réunissaient une grande variété d'éléments dans un lieu unique, que ce soit un lieu physique ou un lieu numérique. Et une grande variété d'éléments avec peu de services associés. Et les plateformes ont commencé à rapporter du service associé, mais notamment le service qui nous intéresse ou qui vous intéresse en tant que concepteur ou en tant que maîtrise d'ouvrage, c'est le service de la caractérisation, c'est-à-dire j'ai besoin d'avoir un matériau avec un certain nombre de données associées qui vont me sécuriser dans ma conception, qui vont me permettre de concevoir d'une part, d'avoir des volumes suffisants d'autre part, puis d'obtenir toutes les garanties dont j'ai besoin dans le cadre de la conception architecturale. Et donc on voit une transformation entre ces spécialistes et ces généralistes et des nouveaux spécialistes qui sont en fait des industriels du reconditionnement du réemploi. On a des exemples avec Mobius dans les faux planchers, avec Proclus dans l'électricité, avec, j'ai oublié les noms, mais CycleUp est en train de monter une filière sur du sanitaire. Et en fait, vous vous retrouvez avec des spécialistes du reconditionnement d'un matériau ou d'une typologie de matériaux précis qui sont capables de produire des volumes, de vous les distribuer sur le territoire. Alors après, il faut vérifier les gains carbone et les cohérences et les incohérences de ce système-là. Mais en tout cas, vous avez des conditions qui sont très proches de ce qu'on connaît avec les matériaux neufs. Et donc pour l'instant, il y a 4-5 structures qui se battent un peu en duel à l'échelle nationale. Mais à mon sens, c'est un peu ça l'avenir. C'est-à-dire qu'on aura des fournisseurs de matériaux de réemploi spécialisés dans un matériau, de la même manière qu'on a tous les fournisseurs dont on connaît les noms parce qu'on a leur catalogue sur le coin de nos bureaux. Bientôt, on n'aura plus leur catalogue sur le coin de nos bureaux. Merci. Et peut-être pour répondre à ta question sur les apps, je fais rapidement. Il en existe un certain nombre, mais notamment CycleUp en a développé une qui s'appelle Diagap. Il y a un concurrent qui en a développé une qui s'appelle Scope. Rédificaré dans le sud de la France développe aussi une application. Et puis il y en a quelques autres dont j'ai pas les noms là en tête, mais éventuellement on pourrait les transmettre. Et nous on en a testé plein.
Et on a fini par, un de nos chefs de projet qui en avait un peu marre et qui fait un peu de développement, un jour m'a dit en fait Morgane, ce week-end je m'ennuyais un peu, j'ai développé une app, qu'est-ce que t'en penses? Et donc nous on utilise la nôtre pour une raison assez simple, c'est que globalement c'est juste une interface pour remplir une base de données, et les apps qui étaient à disposition, elles étaient plus complexes que ceux dont on avait besoin. Donc on passait plus de temps à scroller des champs vides pour trouver le champ qui nous intéressait qu'à remplir les champs qui nous intéressaient. Et comme on aime bien rémunérer les gens à faire autre chose que scroller des champs vides, et surtout on voulait gagner du temps sur le remplissage de la donnée pour pouvoir consacrer plus de temps à la réflexion de qu'est-ce qu'on fait avec cette donnée, on a juste créé une app qui répond à notre besoin à nous. Ouais. On espère qu'elle est en open source. Non. Pour l'instant, elle est en développement en interne. Mais on pourrait croiser les mais choses. On serait tout à fait capable c'est plutôt dans notre état d'esprit de partager les choses. Parce que moi, j'ai une boîte qui fait de la gestion de données avec qui j'ai un rendez-vous justement pour juste regarder si on peut pas hacker une autre application pour faire ça, quoi. Nous, on avait beaucoup regardé hacker dans le sens détourner. Un code en open source. Nous, avant de choisir cette... Ouais, je réponds à ta question. Avant de décider de développer ce truc, enfin plutôt avant qu'on nous l'amène, que Yann nous l'amène tout développé au bureau en disant est-ce que vous voulez essayer le truc que je me suis amusé à faire ce week-end. Non, après il l'a fait sur son temps de travail, mais non, mais avec l'accord de son employeur. Donc avant, ce qu'on a essayé d'hacker, nous, c'était les outils d'inventaire pour la grande distribution. Ouais, gestion de stock, ce genre de choses. Ouais, il y en a plein en ligne. Il en existe des open source et des gratuits. Il en existe avec des niveaux de complexité incroyables. Et donc, elle nous sert à quoi concrètement l'application? Moi, quand j'ai monté Remix et que je faisais les premiers diagnostics ressources, j'allais avec un plan et puis avec du papier blanc, quoi. Et puis j'écrivais dans la pièce machin, il y a 15 portes, elles font telle dimension. Et puis je te laisse imaginer la suite quand tu commences à taper des diags sur 15 000 m², quoi. Donc ça marchait pas trop. Après, donc, des méthodes, on en a eu 15 000 et elles sont encore tout à fait améliorables. Mais l'idée aujourd'hui, c'est qu'on rentre les zones de nos plans dans une base de données préalablement. Donc déjà, quand on arrive sur site et on rentre les grandes typologies qu'on a observées, donc les lots puis les grandes typologies de matériaux, en amont au bureau dans une base de données. Et donc déjà, quand on arrive sur site, on a une interface téléphone adaptée pour accéder à ces données-là rapidement et renseigner les compléments. Et elle nous sert à compléter sur site dans une interface qui est celle d'un téléphone, parce qu'on trouve ça plus pratique que la tablette, mais ça pourrait être une tablette. Mais une interface l'idée c'était d'éviter. Et puis le gros sujet d'avant, c'était la double saisie. C'est-à-dire tu le mets sur du papier, puis après il faut le remettre dans un ordinateur. Voilà. Et puis après, il y a des petits tricks aussi d'automatisation, de la mise en forme graphique, parce que comme on est architecte avant d'être ingénieur dans l'équipe, on aime bien les jolies choses. On définit aussi souvent Remix comme un BE qui a des exigences esthétiques d'agence d'architecture. Et je vise personne en disant ça. Et donc on s'est aussi posé la question. En fait, les outils de publipostage permettent de passer d'une base de données à un document graphique. Et donc on s'est posé la question de faire du publipostage de nos diagnostics ressources. Donc voilà, de gagner du temps sur ces trucs-là. Effectivement, il faudra qu'on partage parce que j'en suis à peu près au même. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y avait 2 autres questions, une là-bas. Bonsoir. Alors moi, j'aimerais savoir si on colle encore les miroirs neufs. Donc au-delà de la blague, c'est là on réfléchit à comment on réemploie les matériaux d'il y a très longtemps et juste d'hier. Et savoir aussi, parce qu'on va continuer à construire avec du neuf aussi dans le même temps, est-ce qu'on réfléchit à la réemployabilité de ce qu'on met en œuvre aujourd'hui, notamment par l'assemblage par exemple, ou même par la nature du produit lui-même? Juste un mot, mais pas technique, mais en termes d'engagement politique et d'engagement sur la puissance publique, je pense qu'on est en train de construire plusieurs appels à projets. Comme on parle de biosourcés, comme on parle d'énergie renouvelable, etc. Vous avez raison, et il faut me rappeler à ce genre de sujet aussi. Il y a la question de la démontabilité.
bannir un maximum l'école, etc. Et ça, c'est quelque chose qui m'a été rappelé plusieurs fois. Et peut-être qu'il il faut écrire ce genre de ligne, il faut que dans le concours, ça puisse apparaître. Et oui, c'est notre rôle aussi en tant que maîtrise d'ouvrage public d'écrire dès le début. Moi j'ai un sujet promoteur en ce moment. Dès le début, de donner d'apporter cette donnée-là et qu'il y ait une réponse là-dessus. Oui. Juste par rapport à cette question, moi je pense que c'est une question très très importante, mais il ne faut pas oublier que cette idée de la démontabilité, vraisemblablement du brut fini, d'essayer de faire en sorte que les matériaux soient, et les distributions soient apparentes, par exemple, ce qu'on a vu dans ce bâtiment d'ailleurs, qui a été expliqué comme ça. Bon. Ça veut dire que le code esthétique change aussi. Et ça, c'est super important parce que moi, je vois... c'est pour ça que je trouve que c'est pas inintéressant de reparler du beau, pas beau, quoi. C'est-à-dire que même si c'est un truc, moi, en archi, j'aime pas trop, hein, mais en fait, c'est quand même le premier frein, ça va être ça. C'est-à-dire que quand vous pouvez raisonnablement expliquer qu'effectivement, le réemploi de demain, c'est les bâtiments d'aujourd'hui, donc faire en sorte qu'ils deviennent des ressources super, tout le monde est d'accord. Mais si après vous expliquez que il n'y a plus de placo, ah bon? Alors, donc on va voir les fils, on va voir les machins, mais c'est pas possible ça. Mais donc, en fait, moi je trouve que cette question-là, on doit l'aborder aussi avec, ça va changer la physionomie des espaces dans lesquels on est. Moi je trouve ça très intéressant, hein, mais bon. Oui, je suis complètement d'accord aussi. Un des arguments qu'on peut avoir, parce que comment faire dans un contexte financier très restreint, je pense aux bailleurs sociaux par exemple, qui sont historiquement ceux qui font quand même pas mal bouger les choses. Et souvent, non, on peut pas mettre du bois massif, on peut pas. Et en fait, un des arguments, je trouve, qui est intéressant, c'est justement de se dire, en fait, vous investissez. C'est de l'investissement. C'est de l'investissement sur des matériaux en fait bruts, bio ou géosourcés, qui sont facilement démontables. Et du coup, vous anticipez la suite. Ça, c'est quand même un argument, je pense, qui est entendable. Et effectivement, je rejoins sur l'esthétique. Moi, souvent, j'en parle pas mal aux étudiants. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit costaud, il faut que ce soit résistant, il faut que ce soit utile. Et cette question d'assemblage, je trouve qu'elle est particulièrement pertinente quand on parle avec les artisans. Je ne sais pas s'il y a des artisans dans la salle, c'est vrai que souvent, ça manque un peu. Et en discutant, ce matin, on avait un atelier avec les CFA. Les apprenants des CFA, c'est toujours ils sont toujours hyper interloqués par cette question. Mais comment ça, on va pas anticiper? Enfin, vous pensez déjà à quand ça va être démoli? Non, quand ça sera déconstruit et quand ce sera ton taf. Quand toi, tu assembles une fenêtre et que tu bourres de silicone de partout, on a eu ce matin le sujet, pense à quand tu vas devoir le démonter. Et en parallèle, pense au comprimand, quoi. Donc ça les intéresse plutôt. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que c'est la dernière question, Flore? Ouais. On peut encore continuer un peu et après on va boire un pot. Ouais. La dernière. Bonjour. Moi j'ai une question sur le réemploi. Qu'on voit en général, c'est du réemploi réutilisé, réemploi on va dire détourné. On passe par l'usage du déchet, par le statut de déchet. Est-ce que, moi, j'ai besoin de savoir votre expérience à vous sur la proportion de réemploi invisible qui, normalement, devrait être la plus importante, puisque un WC qu'on met en WC, ça ne se voit pas. Une porte qu'on met en porte, ça ne se voit pas. Est-ce qu'on est encore dans cette phase où il faut que le réemploi se voit? Ok, je vous fais une réponse pour le pouvoir public. Oui, il faut que ça se voit, puisque c'est un axe aussi politique qui peut être porté par des municipalités, ce qui est le cas à Poitiers-Grand Poitiers. Donc c'est aussi mon rôle de trouver une partie du réemploi qui est massif et qui se voit. Donc ça c'est clair, ça, je peux vous répondre sans faille là-dessus. Après, quand vous dites il y a des choses qui sont invisibles, non, en fait elles sont très bien nommées. Et je passe la main à Agathe parce que c'est sa fameuse liste et son tableau Excel. Magnifique tableau Excel. Effectivement, c'est quelque chose que je disais, je leur ai dit, il y a des choses qui vont se voir, il y a des choses qui ne vont pas se voir, en fait. Donc les choses qui ne vont pas se voir, en fait, c'est quasiment souvent le plus efficace, pas faire de généralité. Après, on peut toujours faire de la pédagogie, rajouter un petit écriteau ou quelque chose comme ça. Des fois, ça peut avoir sa pertinence pour convaincre, même si franchement, il y a quand même vachement moins besoin de convaincre maintenant, il y a plus besoin de dire comment on peut y aller collectivement, quoi. Mais après,
il y a nécessité effectivement de faire des choses un peu démonstrateurs, des trucs un peu waouh, mais qui fonctionnent et qui soient reproductibles. Je pense qu'il faut les deux. Juste qu'on se mette d'accord sur une chose, pour sauver la planète, il n'y a pas besoin que ça se voit. Ça, c'est peut-être le truc qu'il faut avoir en tête. Je rejoins tout à fait l'approche, le sujet même de l'exposition, Matière Grise, c'était de dire montrons des projets architecturaux où ça se voit, qui produisent des formes ou des esthétiques architecturales désirables, parce que l'un des moteurs de l'évolution de notre société et de nos imaginaires, c'est le désir. Et on a longtemps désiré des choses qui nécessitaient de consommer beaucoup de pétrole. Je vous passe les exemples et les détails, mais vous les trouverez aisément. On est encore dans une société où une partie des exemples désirables, c'est une réussite économique qui se voit à travers des objets qui sont des objets extrêmement impactants. Je pense par exemple aux sportifs. Voilà. On est en train de quitter cette société-là. Et donc effectivement, il faut des architectures avec cette qualité esthétique, mais l'impératif environnemental, il n'a pas besoin d'une qualité esthétique ou d'être visible. Et quand on fait du faux plancher technique, c'est de la masse, ça ne se voit pas a priori, et pourtant c'est efficace en termes de maîtrise de l'impact de l'ouvrage. C'est pas un débat contradictoire, hein. Mais je tiens juste à dire que si on veut faire effet boule de neige, il faut effectivement travailler cette désirabilité. Donc il faut donner à voir, et je pense qu'on ne communique jamais assez sur ces sujets-là. C'est pour ça que j'essaie de dire oui à chaque fois qu'on me propose d'intervenir sur le sujet. Et en fait, il faut avoir conscience qu'on est en entre-soi là. Le réemploi, c'est le sujet de combien de professionnels du bâtiment. En pourcentage, c'est extrêmement faible. Donc il faut en parler, il faut communiquer, il faut participer à ces réussites. Et donc, même si c'est un plancher technique, même si c'est un WC, etc., moi, je serais toujours favorable à une communication de manière soit micro, soit macro, peu importe l'échelle, mais il faut communiquer là-dessus. Je vais juste revenir sur cette idée de désir et d'esthétique du désir, tout ça. Vous avez tous un téléphone, j'imagine. Est-ce que vous avez choisi votre téléphone, j'imagine. Est-ce que vous le savez démonter, votre téléphone ? Le désir aujourd'hui, ce qu'on a envie dans notre société de consommation, c'est l'invisible justement. Une cuisine de luxe, c'est une cuisine Bofi, ou je sais pas, ce genre de marque. Vous voyez, vous avez une cuisine, c'est 4 lignes tendues, vous savez même pas comment ouvrir un placard, vous savez certainement pas le démonter, vous savez certainement pas le réparer. On est d'accord ? La voiture la plus chic, c'est je sais pas, la Porsche Cayenne, vous savez pas franchement comment on démonte une porte là-dedans. D'accord ? Donc le next plus ultra dans notre société, c'est l'invisibilité, c'est de tout planquer et de faire en sorte que ce soit mystérieux. Donc ça va être compliqué de changer la notion de désir sur quelque chose dont on voit tout et dont on sait comment le démonter. D'un seul coup, ça, c'est plutôt ce qui est considéré comme cheap, en fait. Voilà, donc c'est pas évident, hein, c'est pas gagné, hein, le désir sur la démontabilité. On va essayer. C'est aussi rien de plus joli qu'un bel assemblage. Moi, je suis complètement d'accord, mais oui, il va falloir travailler là-dessus. Voilà. L'assemblage de placo, hein. Pas encore celui-là. On a dit plus de placo. Est-ce que vous avez une autre question ? Une remarque et après on arrête et on va boire un coup. Ok ? Juste pour conclure peut-être, puisque c'est peut-être la dernière remarque, mais et rebondir sur ce que vous aviez dit en introduction, à savoir l'incroyable chiffre de la consommation des sols annuelle en France, mais évidemment dans beaucoup d'autres endroits. Et de se rappeler systématiquement, enfin déjà merci à tous les participants parce que c'était très très intéressant, mais voilà, le réemploi c'est effectivement une des pistes, la piste la plus importante à mes yeux, en tout cas ancien agriculteur, c'est la sobriété foncière, et c'est vrai que je pense que c'est un sujet qui n'est pas trop abordé dans le réemploi. Il y a, sans doute vous connaissez tous, même dans la salle, il doit y avoir aussi des architectes qui bossent avec des gens qui sont spécialisés dans la refabrication de sol, etc. C'est un sujet assez important sur les chantiers, parfois très complexe. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose aussi à aborder plus en profondeur sur une exposition comme celle-là, parce qu'on parle beaucoup de l'architecture. C'est le réemploi dans l'architecture, en tout cas dans cette exposition. Oui, alors la question du paysage, on l'a traitée un peu plus pendant le séminaire. On s'excuse d'ailleurs, là, on s'est dit qu'il y avait beaucoup d'archis à La Rochelle, donc on a choisi l'architecture aussi parce qu'on a un temps restreint. Le séminaire, c'était toute une journée, donc on a eu le temps d'en parler.
La question des terres aujourd'hui, par exemple, on sait que ça fait partie des filières du réemploi, qui est une des filières vraiment extrêmement porteuses. Ça fait partie des filières justement qui sont en train de se structurer pour pleine commune. On a aussi des exemples locaux. Je sais que dans l'agglo de Rochefort, ils sont en train de travailler sur comment justement à partir de terres excavées ou on va dire de terres qu'on peut trouver sur des chantiers de démolition, comment derrière on peut en refaire des sols. Voilà, ça c'est une question en effet qui est importante. On l'a pas abordée aujourd'hui dans la programmation. Peut-être on se la note parce qu'on a quand même 6 semaines du réemploi, donc peut-être on la mettra à l'ordre du jour sur un autre territoire. En effet, c'est la partie un peu invisible du réemploi parce que c'est sous le bâtiment, ou en tout cas c'est sous les sols, même ça peut être aussi des espaces de jardin. Et c'est vrai que ça fait partie aussi des éléments qu'on ne sous-pèse pas dans les matériaux du réemploi, qu'on imagine toujours très physiques et très constructifs, alors qu'en fait parfois c'est aussi des matériaux plutôt naturels qui viennent aussi, qui ont un besoin de réemploi qui est important. On sait que c'est une filière aujourd'hui qui n'est pas assez développée et qui a vraiment un impact en fait énorme. Juste pour compléter, aussi dire que c'est la deuxième année qu'on est sur le réemploi, mais que la première année 2022 était sur l'urbanisme circulaire et les réhabilitations. Donc là, on a plus particulièrement parlé de toutes les questions de reconstruire la ville sur la ville. Et évidemment, je vous invite à regarder les actes du séminaire qui sont en ligne sur notre site, qui traitait énormément de ces questions-là. Et dans le séminaire, effectivement, il y avait aussi une équipe de paysagistes qui parlait des sols. Voilà. Si vous voulez le numéro de l'urbanisme, vous avez cette personne ici qui peut vous le donner. Merci à tous d'avoir été très sages et surtout très intéressants. Merci pour vos questions, c'était des questions vraiment chouettes. On vous invite à participer au voyage d'études qui est la semaine prochaine, jeudi, à Poitiers. Vous pouvez vous inscrire soit pour la journée, soit pour des visites. N'hésitez pas à relayer l'info. On va voir le Crous, on va voir la Maison des étudiants, on va voir le Confort Moderne, qui est une salle de spectacle, et on va voir aussi les usines Légugé, qui est un tiers-lieu assez fou, porté par des privés, où il y a des questions de réemploi, mais il y a aussi des questions d'urbanisme circulaire. Voilà, c'est 4 lieux qui ont vraiment quelque chose de particulier. On parle quand même principalement de commandes publiques ou en tout cas d'échelle importante. Il y aura d'autres visites et sur d'autres sujets qui seront proposés sur d'autres axes. Mais voilà, le premier voyage d'études, c'est jeudi prochain, le 28, à Poitiers. Et ensuite, il reste des places. Ouais. Et ensuite, la prochaine semaine du réemploi, c'est à Surgères. Donc c'est du 8 avril, je vais dire une bêtise. Enfin, c'est la semaine du 8 avril. Voilà, on aura un atelier pro on essaie de faire des ateliers à chaque fois sur la semaine du réemploi, un peu les mains dedans. Donc là, il y a un atelier à la matière, il est complet. On va vraiment partir du bâtiment, réfléchir à comment on met en place le réemploi. Donc c'est quoi les matériaux qu'on récupère, et une fois qu'on sait ce qu'on peut récupérer sur le bâtiment, comment on fait aux différentes étapes. Donc ça, c'est la matière qui propose ça. On sera à la matière. L'atelier donc est complet. Et ensuite, pour Surgères, l'atelier ce sera sur le réemploi du bloc-porte, donc de la dépose jusqu'à la repose, la revalorisation, etc. Donc on vous invite aussi à vous inscrire. La programmation est disponible sur les petits papiers. Et puis après, bien sûr, tenez-vous au courant pour la suite parce que il y aura encore derrière 4 semaines du réemploi. Donc sur des thématiques différentes. Le but, c'est pas à chaque fois de cloner ce qu'on a fait là, c'est de faire un autre axe en rapport aussi avec le territoire sur lequel on s'installe. Merci. Merci.